Et les gars, vous savez pourquoi le Joker il va au garage ? Non. Parce que c'est Harley Quinn. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce 53e numéro de Comics Outcast, le podcast Radio Kawa qui vous parle des comics toutes les 2 semaines dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je suis avec le rhume, mon meilleur ami depuis 2 jours, je sais pas pourquoi, mais vous l'entendez, je l'ai un petit peu bouché. Il y a également Gaylor. Bonsoir. Il y a Lucille. Hello. Ben. Salut. Et Adrien. Ouais. C'est notre réalisateur pour ce soir. Au programme de cet épisode, on va parler en ce qui concerne les revues de Moon Knight, Headloper et Black Panther. Et dans un double hors les bulles spécial, on parlera de Suicide Squad et du film. Est-ce qu'on peut appeler ça un film ? Un nanar. Un nanar, voilà, un bon nanar bien trouvé des fagots. Sinister Squad, pardon, pas Squad, Dennis Quaid. What ? Hein, voilà, et on en parlera en fin d'émission. Je ne sais pas. Il me regarde. 2 minutes d'émission, le mec est est déjà en dessous du sous. Ça fait exactement 1 minute 59. Ah bah tu vois, voilà. Comme Super. d'habitude, vous pouvez faire vos commentaires, vos remarques sur le site de Radio Kawa, rubrique culture et art, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Comics Outcast numéro 53, c'est parti. Première revue de cette émission, il s'agit de Moon Knight de Jeff Lemire en tant qu'auteur et de Greg Smallwood en tant qu'illustrateur, paru en avril 2016 chez DC Comics. Marvel Comics. Oui. Oh là là. En fait, c'est pas Tu Batman. me testes, hein, c'est ça ? Ah bon ? Oui, c'était un test pour voir si tu suivais. C'est un peu une sorte de Batman. Hein. Moon Knight. On en avait déjà Complètement. parlé de Moon Knight. Il y a un premier run, On c'était avait parlé Adrien qui en avait parlé. Oui, c'est vrai, on avait parlé de la version Warren Ellis. Là, ce soir, on va parler de la version de Jeff Lemire. Je peux y aller là ou... Ah oui, vas-y. C'est moi dans quelle partie ? Full. Ok. Donc, on parle ce soir de la version de Jeff Lemire, de la nouvelle version de Moon Knight sortie avec le reboot Marvel après Secret Wars. Donc, Jeff Lemire aux commandes d'une énième série Marvel avec, comme tu le disais, en artiste Greg Smallwood. Donc, Moon Knight, pour resituer, on en avait déjà parlé un petit peu avant, on peut resituer encore un petit peu. C'est à la base, c'est un mercenaire qui s'appelle Mark Spector qui était en Égypte et puis un moment qui a décidé de mourir sous une statue d'une divinité. Il a décidé carrément. Il a décidé, voilà, Okay. comme ça, il a décidé de mourir à cet endroit-là précis et comme par hasard, la statue renferme une divinité, Khonshu, qui l'a ramené à la vie, a fait de lui Moon Knight, le chevalier de la lune, rien à voir avec Sailor Moon ou toutes ces conneries-là, voilà. Et le principal gimmick des séries, de Mark Spector, de Moon Knight, de tout cet univers, c'est que c'est un héros torturé et qui est, en lutte interne constante entre ses multiples personnalités, refoulées et tout. Et écoutez, Jeff Lemire a décidé d'en jouer un petit peu. Là, on sort un petit peu de Warren Ellis. On avait fait plutôt un bagarreur, un mec qui avait une seule identité à ce moment-là. Et là, on revient à un Moon Knight on joue un petit peu avec ses multiples identités. Sauf que, en fait, l'histoire commence d'une manière assez Jeff Lemirienne, on va dire, dans un flou fantastico-égyptien complètement barré où Mark Spector entend une voix et il sent que Khonshu le rappelle encore une fois pour une nouvelle mission. Et cette mission, en fait, c'est pas vraiment une mission, c'est plus, en fait, c'est Khonshu qui je sais pas trop comment dire ça. En fait, qui le ramène à la vie. En fait, en gros, Mark l'invoque un peu. Ouais, en fait, voilà, il se réveille. Enfin, on sait pas trop comment ça commence. En fait, c'est Mark se réveille le héros se réveille dans un asile en fait, et il va croiser tous les tous les personnages qui ont fait depuis la création du comics j'arrive pas à me concentrer. Il y a Eric qui fait son petit ménage, si vous entendez des bruits. Désolé, j'essaie de me moucher en toute discrétion, c'est horrible. Et tous les personnages qui... En gros, il convoque toutes les identités passées de Mark Spector et en fait, il joue sur le fait qu'en fait Mark est dans cet asile depuis le début et qu'il est peut-être en proie à toutes ses multiples personnalités, qu'il est dans cet asile depuis ses 12 ans et que toutes les personnes qui composent son univers en fait sont d'autres patients tout aussi fous que lui. Et cette voix à un moment va se réveiller et lui dire non, en fait Mark, il faut que tu te réveilles, il faut que tu ouvres les yeux, ce que tu es en train de voir,
c'est pas du tout la réalité. Et d'un côté, bah il y a cette voix qui essaye de le rappeler à la raison, enfin la vraie raison. Et de l'autre côté, bah il y a sa psychiatre qui essaye de lui dire, bah non Marc, tu es encore dans ta période de Khonshu, ça suffit maintenant. Range tes affaires et retourne dans ta chambre, ça va pas du tout. Et ce héros en fait va lutter en fait on est un peu à sa place en fait en tant que lecteur, on sait pas trop si Marc est vraiment fou, si il voit des visions, parce que du coup il mélange tout son background de Moon Knight, à savoir tout ce qui a trait à l'Égypte ancienne, aux dieux, je sais pas, à un moment on parle de Seth, d'Anubis, et par exemple il va voir les gardes qui le maltraitent régulièrement, ouais. Voilà, il va les voir à un moment en sbire d'Anubis. Ils vont avoir une tête de chacal et ils vont. En fait, c'est dès qu'il fait un espèce de masque avec son drap. C'est ça, ouais, de sa chambre, qu'il a une vision, enfin qu'il a comme s'il avait un filtre en fait devant les yeux, et ça lui permet de voir la entre guillemets réalité. Et Jeff Lemire arrive super bien, moi, je trouve, à jouer sur le côté justement l'ambivalence entre les deux points de vue. Il ajoute ça avec un petit peu de fantastique. À un moment, Marc va tenter de s'échapper. Il va entraîner avec lui ses camarades qui pensent être ses camarades ses camarades qu'il côtoie depuis les années 80, qui font partie de tout son univers. Il va tenter de les sauver. Il va être poursuivi par donc toutes ces divinités. Enfin, ce qu'il voit, s'il croit être des divinités, parce que dans son groupe, il y en a qui n'arrivent pas encore à voir comme lui vraiment la vraie vision. Enfin, la vraie vision selon Marc. Donc, on sait pas trop comment ça se passe. Et c'est assez plaisant à lire. Et les chapitres vraiment se dévorent comme ça d'une traite. On a lu que 3 chapitres, on parle que des 3 premiers chapitres, on est encore dans cette course-poursuite. Nous on a lu les 5 bien évidemment parce qu'on n'a pas pu s'arrêter de lire. Et c'est assez prenant en effet. C'est super prenant. L'arc s'arrête au 5, c'est ça? C'est ça, ouais. Le premier arc s'arrête au 5. Graphiquement c'est super beau. Il y a un seul dessinateur, mais il arrive tantôt à dessiner Marc et ses visions dans l'Égypte ancienne d'une manière très très crayonnée. Enfin moi il fait beaucoup penser à, on a déjà parlé de cet auteur, à Alex Maliv, qui dessinait Daredevil, qui dessinait Alien versus Predator, il me semble. Et il a un trait comme ça très crayonné où on joue beaucoup sur les aplats sur le trait très très épais des personnages. Et de l'autre côté, quand on revient dans cette entre guillemets réalité dans l'asile, on revient à un trait beaucoup plus rond, beaucoup plus mainstream, on va dire, beaucoup plus digeste propre pour un lecteur, voilà, beaucoup plus propre. Et j'avais un peu peur de Jeff Lemire sur cette série, parce qu'il est quand même en train de scénariser. Là, je crois que c'est sa 5e série depuis que Marvel a repris, l'a embauché depuis le reboot. Tu veux dire en cours là, il a 5 séries. Il a 5 séries. Oh là là. Ouais, mais est-ce que c'est que lui ou est-ce qu'ils mettent son nom mais qu'il a une petite équipe de scénaristes? Là, pour l'instant, il est tout seul sur scénario. D'accord. Donc généralement, quand il y a quelqu'un d'autre, ils le mettent. Généralement, ils mettent machin, l'idée principale, storytelling, c'est un autre. Mais là, il y a vraiment Jeff Lemire tout seul. Peut-être que le dessinateur l'aide, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est vraiment lui tout seul. Et je trouve que de tous les titres depuis le début du lancement de Marvel, c'est celui sur lequel il est un peu plus lui-même, parce qu'on le connaissait d'abord. Plus impliqué peut-être. Plus lui-même dans le sens où il peut se permettre sur un personnage un peu de seconde zone, parce que Moon Knight est un petit peu maltraité éditorialement parlant. Il peut se permettre justement là de partir dans son truc complètement fantastique. Par exemple, avant Warren Ellis, c'est Bendis qui avait le personnage de Moon Knight, et il avait décidé de faire un truc beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus racoleur, je trouve. Il n'avait pas toutes ces multiples personnalités qui lui appartenaient. Il parlait constamment à Spider-Man, à Wolverine, à Captain America, et puis au bout d'un moment on se rendait compte que ces personnages n'étaient pas là en fait, et que Moon Knight s'imaginait ce que pouvait penser Captain America dans telle ou telle situation, ce qu'aurait fait Wolverine et tout, et il se battait à la fois avec un bouclier, avec des griffes à la Wolverine et tout. Enfin, c'était un truc un peu plus mainstream. J'ai dû voir des illustrations justement. C'était Alex Maliv d'ailleurs qui dessinait. Voilà, et donc moi j'ai beaucoup aimé. On va donner la parole à Ben. Est-ce que tu as été conquis de la même façon? Oui, je dirais que oui. En fait, je connais très peu le personnage de Moon Knight. Je sais que Adrien le kiffe depuis longtemps. Et toi, en fait, t'avais lu ce dont on avait parlé d'un peu? Non, j'ai pas lu de trucs avant ça. Je savais juste ce que j'avais retenu du perso, c'est qu'il était un peu fou. Enfin, qu'il avait. J'étais pas au courant des multi-personnalités, mais je savais qu'il avait en tout cas un pet au casque. Et donc, je trouve que l'idée de Lemire de le mettre dans un vrai faux asile, c'est plutôt brillant. On se met direct de son côté en fait. J'ai trouvé que
ce côté un peu, il oscille toujours entre ce qui pour lui est la réalité. Ensuite, on lui fait croire que finalement il est fou et que donc il se fait des illusions. Enfin, c'est un peu comme dans Shutter Island où tu vois avec DiCaprio, tu sais pas s'il est fou, si c'est vrai, il y a un peu ça. Voilà. En fait, c'est le truc, c'est que c'est compliqué parce que tout ce que tu vois, ça peut être complètement son imagination ou la possible réalité, mais un truc qui devrait être compliqué et inaccessible, en fait, je trouve que c'est hyper immersif. T'as tout de suite envie de le suivre. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu tout de suite envie de le suivre en me disant, ok. J'ai envie de savoir quelle est la réalité. Est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce qu'il a été drogué, etc. Et je me suis dit, ok, même s'il est fou, bah ok, il est fou, mais go, j'ai envie de le suivre, dans ses aventures. Et d'ailleurs, à un moment, la petite voix dont parlait Gaylord, donc qui est le dieu égyptien, lui dit, voilà, Khonshu qui lui dit, ok, mais même si t'es fou, bah ok, mais va dans ta folie jusqu'au bout. En fait, assume, ouais. C'est-à-dire, ok, peut-être que t'es fou, mais go. Et je trouve que ça reflète bien. Enfin, moi, je me suis vraiment identifié au personnage et j'ai vraiment eu envie de le suivre. Et le truc qui est hyper habile, c'est qu'en fait t'en sais pas plus que lui. Souvent le lecteur via les petits cartouches de narrateur ou quoi que ce soit peut possiblement savoir plus que le héros, et là non, en fait t'en sais autant que lui, donc du coup t'es aussi largué que lui. Tu décides de croire ou pas si t'es fou ou pas. Au bout d'un moment faut prendre un parti, quoi. C'est genre, est-ce qu'il est fou? Oui, mais du coup moi, en fait, même si je sais toujours pas, j'ai décidé d'être dans sa team et de le suivre. Et le scénariste en fait t'empêche de prendre vraiment parti, parce qu'à chaque fois t'as un personnage d'une réalité qui ramène l'autre et qui est là et qui s'impose et qui du coup est dans sa réalité, et t'as l'impression que non, c'est cette réalité qui compte, jusqu'à ce que Moon Knight reprenne le dessus et ainsi de suite. Et en fait c'est des empilements comme ça de situations, et tu sais pas où t'en es, t'as qu'une seule envie, c'est de continuer pour voir où ça va nous mener, quoi. En plus de ça, c'est assez drôle, enfin des fois c'est un peu de l'humour noir, mais c'est assez rigolo, ou même des fois c'est un petit peu je dirais, c'est cruel, quoi. Voilà, c'est cruel, j'allais dire, c'est l'écriture de Jeff Lemire, c'est ridicule, quoi. mais voilà, c'est cruel, et du coup tu rigoles et en même temps tu te sens coupable, tu te dis ouais, mais en fait c'est horrible ce qui leur arrive. Et pour parler des dessins, donc comme l'a dit Gaylor, en fait le dessinateur, moi je le connaissais pas, mais je le trouve vraiment, je trouve que c'est un vrai artiste, parce que en ayant plus ou moins le même trait, c'est comme s'il avait détérioré son propre trait pour parler des rêves ou du plan astral, sans en dévoiler trop sur le truc. Au moment où il parle à Khonshu, en fait, c'est vraiment le même trait, mais torturé, détérioré, et t'as vraiment l'impression avec une distorsion. Voilà, si on était dans une série, il y aurait un filtre bizarre. Exactement. C'est pas comme quand t'as deux dessinateurs qui peuvent être bons l'un et l'autre, mais qui au final tu vois qu'il y a deux trucs différents, et bon, c'est le but parce que c'est deux réalités différentes, mais là tu sais que c'est le même gars, et tu sais qu'il est vraiment constant dans ses trucs, et vous savez que j'aime la constance. Et donc, non, mais vraiment, c'est vraiment un super. J'ai trouvé que c'était génial, et ces dessins. Les couleurs j'allais justement, on n'a pas parlé parce qu'on aime trop toujours l'auteur et le dessinateur, mais on aime rarement le coloriste. Donc là, c'est Jordi Belair, donc c'est une femme. On en avait parlé sur Tooth and Claw ou sur Deadpool aussi, ou sur Vision. Je pense que c'est un peu la coloriste star en ce moment. Peut-être qu'elle suit Jeff Lemire, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on parle souvent du trait, mais les couleurs ont aussi, elles sont un peu fades, mais en même temps assez crues. Et je trouve que ça sert vraiment le trait de Smallwood. Donc voilà, je conseille. J'ai lu que jusqu'au 3, mais je vais lire la fin de l'arc et la suite aussi après. Enfin, pour cette revue, on va repasser la parole à Adrien, qui est l'initiateur à la base de ce choix. Il avait déjà choisi Moon Knight il y a plusieurs mois, et là on va en refaire une deuxième fois, et là on va voir comment, quand le personnage est pris par deux auteurs différents, comment est-ce que toi tu vois le passage de torche. Oui, effectivement. En plus c'est marrant parce que j'ai relu il y a vraiment pas longtemps le run de Warren Ellis, et c'est vraiment deux partis pris complètement différents. Warren Ellis avait fait un personnage, c'était vraiment que de l'action, il y avait presque pas d'histoire en fait. Tu savais pas exactement qui était Moon Knight, d'où est-ce qu'il venait, pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Tu le voyais avec Khonshu de temps en temps, et c'était des phases que t'es ultra intéressantes. Mais moi ce que j'avais adoré, c'était cette espèce de film d'action en comics qui était en deux ultra tomes, violent, ultra violent. Tous les gadgets sortent de n'importe où, et c'est super kiffant. Et là en fait on a beaucoup moins d'action et un arc est purement narratif. Et alors c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire que juste on a envie. Moi graphiquement je lis ça sur mon iPad ou mon iPhone. J'achète via Comixology, comme nous tous.
Bien sûr. Et tu sais, du coup, j'ai la guided view qui me fait des beaux zooms, sur les vignettes. Et en fait, je fais des screenshots parce que je trouve ça vraiment trop bien. J'ai envie de pouvoir y accéder assez rapidement, à les partager, etc. Je trouve ça vraiment. Toutes les phases avec Konju sont folles, elles sont juste folles. C'est un peu vol au-dessus d'un nid de coucou ou Fight Club, etc. On est toujours un peu paumé dans la psyché du personnage. On voit la descente aussi un peu aux enfers du perso. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce comics. J'ai lu jusqu'à jour là, donc jusqu'au 5. Je dois dire que je suis un poil déçu de la fin par le dénouement du dénouement du premier arc. Peut-être que ça en dit trop ou peut-être que ça en dit pas assez. En tout cas, peut-être que c'est trop monté en mayonnaise, tu vois, et ça atteint un moment un niveau. Exactement. En fait, ça va vraiment très très vite au bout du 5e. Enfin bon, là pour le coup, la fin est pas très compréhensible. C'est pas très clair, mais en tout cas, moi je vous invite tous à lire et à nous donner votre avis sur ce qui se passe à la fin du 5 et est-ce qu'on a envie de lire le 6, etc. Moi, clairement, je suis abonné et c'est parti, mon kiki. Merci Adrien pour cette revue. On va voilà, série des Marvel Comics, pas d'ici, désolé de la petite confusion. Deuxième série de ce 56e épisode décidément. Headloper, une série Image Comics. Et il s'est pas trompé. Oui, écrite et illustrée par un Andrew McLean. Et j'aimerais Ben que tu nous présentes un peu la publication parce que je ne suis pas sûr d'avoir complètement saisi quand tu nous l'as proposé. Je vais t'expliquer. Alors en fait le comics Headloper n'est pas un comics image à la toute base. D'accord. En fait, ça n'a pas du tout été directement un comics. C'était à la base un projet dessin et scénarisé du collectif Brand New Nostalgia, qui est un collectif d'artistes de comic book, auteurs et dessinateurs international. Vous pouvez aller sur le site, il y a plein de trucs. En fait, ils proposent des projets. Des fois, c'est juste des illustrations qui deviennent rien. Des fois, c'est des projets qui vont prendre forme. Et donc, Headloper est un de ces trucs-là. En fait, Andrew McNeil avait décidé pendant une semaine où le thème c'était les Vikings de créer ce personnage de Norgal qui est Headloper, qui avait une tête de sorcière. Enfin, je vais venir sur l'histoire, mais voilà. Au début, c'était juste un design et c'est devenu une petite histoire. Il a présenté, alors c'est pas vraiment une issue, je vais appeler ça une histoire. Il a présenté une première histoire dans une convention en 2013 et ensuite il a présenté une seconde histoire, donc la suite qui a été Kickstarter. En fait, il a proposé à Kickstarter et c'est ensuite que Image a mis son nez là-dedans, voilà, et lui a proposé une publication trimestrielle. Alors en fait c'est parce que Andrew McNeil lui dit simplement je pense qu'un plus grand nombre de pages fait une meilleure histoire. Donc en gros je pense qu'il a dû dealer ça avec Image, enfin j'ai pas les détails éditoriaux mais en tout cas c'est ça sort, donc c'est sorti parce que les 4 issues dont je vais vous parler des 3 premières mais ça se tient sur 4, c'est sorti donc trimestriellement et c'est pour ça que dans le premier issue on a quasiment 90 pages et donc les 2 histoires dont je vous ai parlé donc qu'il a mis sur un salon et Kickstarter correspondent aux 2 premières parties de l'issue 1 que je vous ai fait lire. Ça va ou pas ? D'accord, en gros, il a créé. L'issue 1 est un roman, enfin un vrai roman graphique de 90 grosses pages. Voilà, et dedans c'est divisé en 3. En fait, il y a 3 chapitres. D'accord, ok. Et c'est clair. Les 2 premiers chapitres des 3, c'est les 2 histoires qui ont été développées sur le site et Kickstarter, etc. D'accord. Donc voilà, donc ensuite Image l'a signé et donc ils ont vendu ça comme une mini-série de 4 issues trimestrielles, enfin qui sortent contrairement aux sorties habituelles mensuelles d'une vingtaine de pages. Là, le premier est à 90 pages et ensuite c'est 2 x 50, il me semble, ou une quarantaine de pages. Donc voilà. L'histoire, donc on suit, donc c'est pour ça, c'est bon, c'est pour ça que c'est difficile. Si en tout cas vous voulez chercher numériquement, je pense que si vous allez dans un comic shop ça va aller, mais si vous voulez chercher en digital, je sais que t'aimes pas ce mot mais je le dis quand même, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez avoir que 2 issues et en fait c'est pas vraiment des issues, c'est les 2 petites histoires dont je vous ai parlé. Donc cherchez vraiment Headloper 1 à 4 et c'est sorti 2015-2016. Ok, voilà. Donc on suit les aventures de Norgal, Son of Minotaur, The Headloper, donc en français on peut traduire ça par l'élagueur de tête, qui est en fait un viking mercenaire plutôt méga badass. C'est une montagne de muscles avec une barbe blanche, c'est un peu le Père Noël mais méga vénère, qui gagne sa vie en fait en tuant des monstres, ou enfin il a des quêtes en fait, on lui donne des quêtes contre une rémunération, et il transporte avec lui une tête bleue qui a des locks et avec des gros yeux jaunes globuleux, qui se trouve être Agatha the Blue Witch. Donc au début on sait pas pourquoi il transporte cette tête, on sait juste qu'elle s'appelle Agatha the Blue Witch, qu'elle parle malgré le fait que ce soit une tête décapitée, donc c'est
c'est une sorcière, fatalement. Et en fait, on sait pas pourquoi il la garde avec lui, mais en tout cas, il l'amène partout dans toutes ses aventures. Ils se détestent, ils arrêtent pas de se vanner, elle arrête pas de lui balancer des insultes à la gueule, lui il lui dit de fermer sa gueule, quand il en a marre il shoot dedans comme dans un ballon de foot. Donc, il y a des espèces de... Enfin je vais y revenir parce que pour moi c'est vraiment un des points vraiment importants de cette histoire, voilà, c'est l'alchimie qui est entre les deux et le fait qu'ils se détestent et qui finalement ils peuvent pas être... Enfin ils sont indissociables. Et donc l'action se passe sur l'île de Bara. Norgal vient de défoncer je vous le spoil pas parce que c'est le tout début, vient de défoncer un espèce de serpent des mers que de nombreux guerriers ont essayé de buter, et en fait il y en a qui ont perdu des membres, il y en a qui sont morts, enfin depuis plusieurs années personne n'arrive à le battre, lui il arrive, il le défonce. Donc ça c'est la première scène d'action du comics, et en fait on apprend que le gros méchant de l'histoire c'est un mec qui s'appelle The Sorcerer of the Black Bog, on peut le traduire par le sorcier du marais noir ou du marécage noir, qui serait responsable de toute une vague de malédictions et de maladies qu'il y a sur l'île de Bara, donc dans tout le royaume, dont ce serpent. Et donc ce méchant qui sème un peu la terreur partout, on apprend qu'en fait il est prisonnier de ce marais, d'une espèce de malédiction, et que pour le délivrer de sa malédiction il a besoin d'un pouvoir assez fort, qui serait le pouvoir de cette tête de sorcière, enfin en tout cas de cette sorcière dont Norgal trimballe la tête, et donc il va essayer d'attirer Norgal à lui pour avoir la tête et pouvoir se libérer. Ça c'est le plot, c'est l'histoire sans trop vous en dire. Donc on a à tes souhaits. On a un début d'intrigue assez classique avec un guerrier qui a plusieurs quêtes, ou une ou plusieurs quêtes, dans un monde heroic fantasy. On a des chevaliers, des rois, des monstres fantastiques, imaginaires, de la magie, etc. Donc c'est un truc plus ou moins classique. L'intrigue est posée, on a la situation, on a le méchant qui est plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages qui vont venir s'ajouter à l'intrigue au fur et à mesure, qui va enrichir l'intrigue. Vraiment au début on pense que c'est un chevalier qui doit tuer un monstre et c'est la fin et tout le monde est heureux. Mais finalement il y a des personnages secondaires qui vont devenir des personnages de premier plan, qui vont enrichir l'intrigue, et ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît. Et surtout, deuxième chose et non des moindres, la relation, donc je le disais, entre Norgal et Agatha, qui on sait toujours pas au bout d'un certain temps qui elle est, pourquoi il trimballe cette tête, pourquoi il la dégage pas, voilà, enfin il y a cette alchimie entre les deux, je vous ai dit, ils se disputent, finalement ils restent toujours ensemble, il y a des vannes qui fusent, il y a cette espèce d'humour noir en fait. Agatha est plutôt Norgal est un peu le mec bourru, vraiment le guerrier qui est toujours sérieux et qui est hyper fier, une mission, le viking quoi, tu vois. Et Agatha est un peu l'élément comique de la BD en fait, où voilà, elle lui fait des vannes, elle le tourne en ridicule, lui il est grognon, enfin voilà, c'est un peu ça paraît un peu vaudeville comme ça, mais c'est assez bien écrit. Et voilà. Et en fait, dans leurs discussions et dans leurs engueulades, on apprend un peu plus sur l'histoire au fur et à mesure. Ils racontent ce qu'ils ont fait par le passé, etc. Donc ça prend forme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien rythmé. Je vais revenir dans la partie dessin et couleurs, etc. Mais en termes de dialogue, t'es pas saoulé par les bulles et par les blabla. Parfois Agatha parle beaucoup parce que c'est une pipelette, ou les personnages parlent beaucoup parce qu'il faut expliquer le background de ce qui se passe, les méchants, etc. Mais c'est souvent aéré par des scènes d'action dans lesquelles il y a quasiment aucune bulle, et du coup ça respire vraiment. C'est un espèce de rythme où on se dit ok, là il parle, ok je connais la situation, maintenant il y a une baston qui est hyper bien rythmée, donc voilà, ça respire, ça se lit vraiment facilement. Moi je suis vraiment rentré dedans facilement, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai trouvé ça super accessible. Et donc les dessins, évidemment, c'est ce qui m'a attiré en premier. C'est pas un style conventionnel, je dirais plus que ça se reproche du roman graphique, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans un design de comics, il y en a des comics comme ça, mais vraiment c'est pas la majorité. Donc on est plus proche du roman graphique. C'est un trait qui est assez franc, qui est plutôt cartoon. Parfois c'est minimaliste, parfois c'est détaillé pour les mêmes personnages. Des fois quand on a une espèce de vue d'ensemble, les personnages sont assez minimalistes. Les traits c'est les traits principaux qui sont dessinés. Parfois quand c'est des gros plans, on a vraiment un espèce de détail. Surtout que parfois c'est gore, donc on a vraiment des détails assez gore. Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, mis à part le trait, c'est cette espèce de découpage qui parfois, je trouve que, vraiment, Maclean, il est, pour moi, je dirais pas que c'est un génie, mais en tout cas, il est très très fort. Il arrive à vraiment faire un découpage des cases. Il fait une économie de cases en fait, c'est-à-dire que il va pas te faire une case qui est inutile. S'il te fait
une action en 2 cases. Dans ces 2 cases, t'as toute l'action. Il y a des éléments. Voilà, c'est ça. Et parfois même, il arrive à faire un découpage sans cases. C'est-à-dire que t'as une page un peu à la Hawkeye, tu vois. Je pense que c'est ce qu'il a pensé. Je pense on doit penser à la même scène. Voilà, où en fait, t'as vraiment une page entière où t'as une action. Genre il tue un monstre par exemple et en fait le personnage va être dupliqué à différents endroits de l'action où il coupe une tête, voilà, c'est vraiment, ça m'a vraiment fait penser à Hawkeye, voilà, avec les loups. Et en fait je l'ai trouvé vraiment très habile dans son découpage avec ou sans cases, et voilà. Et donc le style, je vois pas pourquoi on l'aimerait pas, parce que c'est un style assez doux, même si parfois c'est gore, et donc je trouve que le style doux va bien, enfin ça rentre pas en conflit avec des entrailles ou des boyaux, etc. Oui, tu voulais dire un truc ? Ouais, je trouvais, tu dis que c'est doux. Moi, je trouve que c'était. Même les personnages gentils ont un visage très exagéré qui les rend tous malicieux, en fait. Et ça me fait penser. Ah bah, les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. Non, mais même le personnage principal, il a des yeux. Ah bah, c'est un guerrier. Agressif, mais pareil. Moi, je les trouve tous. Bah, en fait, là où je dis que c'est doux, c'est parce que les traits sont assez ronds. Enfin, tu vois, Ed Loper, il est hyper badass et tout, il coupe des têtes, mais sa barbe est très ronde. Ses muscles, j'en ai pas parlé, mais des fois il y a des proportions complètement absurdes, mais c'est pas ridicule. Enfin, en tout cas, ça rentre vraiment dans le style. Pour moi, on se dit pas, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ce genre de proportions. C'est le design du perso en fait, donc ça marche. Et c'est un trait vraiment très cartoon. Enfin, je verrais vraiment ça en dessin animé. Justement, ça fait beaucoup penser à Adventure Time. Bah voilà, carrément. Le roi, l'espèce de roi de glace. Là, je crois qu'il y a une espèce de roi de glace dans Adventure Time. Bah c'est ça, c'est un mec avec un nez pointu, une barbe un peu. Le héros me fait penser au roi Lich. Ah oui, d'accord. Adrien voulait dire un petit truc. Ouais, moi ça m'a fait un peu penser à de la BD franco-belge, à Johann Sfar, tu vois. Carrément. J'ai pensé en fait à Petit Vampire ou Grand Vampire. Enfin, tu vois, c'est toute cette ou Donjon. Clairement, dès que tu vois les couves, les couleurs et tout, ça m'a fait penser à Donjon avec plaisir. C'est vrai. Et en fait, le truc, c'est que donc, je parlais de l'économie de cases, du trait, etc. Et en fait, on sent. Je l'ai pas dit quand j'ai présenté McLean. Il n'est pas vraiment connu pour autre chose. Il a fait quelques petites des variantes cover ou bien des planches dans d'autres comics comme Rick and Morty, par exemple. En fait, c'est à lui, c'est son bébé, et tu vois qu'en fait, il est en mode, je sais pas trop comment il a dealé ça avec Image, mais bon, en général, ils sont assez ouverts à l'imagination. Tu sens qu'il est vraiment libre. Non, c'était pas une blague, c'était pas un jeu de mots. Tu sens qu'il est libre dans son comics, qu'il se dit, ok, là, j'ai envie de designer ce monstre comme ça. Fuck, si c'est pas conventionnel, il fait partie de mon aventure, il est cohérent avec mon univers. En fait, il se fait vraiment plaisir et c'est maîtrisé. C'est pas genre, ok, bah là, j'ai envie de mettre un truc qui a rien à voir, mais ça me fait plaisir, je le fais. En fait, c'est pas égoïste, c'est un plaisir, mais il pense au lecteur en se disant voilà, je vais me faire plaisir par exemple sur le design d'un monstre ou un décor, etc., mais je vais pas non plus je vais pas forcément sortir un truc de nulle part. Il reste cohérent avec son truc, donc il se donne toute la liberté du monde, mais il est vraiment toujours dans sa charte et il reste vraiment cohérent avec son truc. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Avant de donner la parole à mes petits camarades, je voulais juste dire que c'est en 4 issues, donc de 1 à 4. C'est sorti, ça sort en TPB en octobre prochain. Ah, quand même, bientôt. Ouais. Et cette année, il a annoncé qu'il préparait une autre mini-série pour 2017. Dans le même esprit ou enfin, je veux dire, Ed Loper, la suite de Ed Loper. Ah, d'accord. Et je mets tout de suite ma pièce pour une review de Apocalyptic Girl. Je n'ai pas du tout ce que c'est. C'est plus pour les enfants. C'est pas grave, c'est McLean, donc je lis et voilà. Donc je le conseille vraiment. Je l'ai dit, il y a beaucoup de pages parce que c'est des grosses issues, mais n'ayez pas peur, plongez vraiment dedans et ça se lit vraiment facilement. J'insiste sur ce que vient de dire Ben, c'est il y a le texte qui explique, enfin qui expose, en fait, il est vraiment intéressant. Ça parle des cultures. Ouais. En fait, ça ressemble beaucoup. Bon, évidemment, c'est un Viking. Enfin, c'est en tout cas une grosse gueule de Viking. Ouais, c'est beaucoup de culture nordique qui font penser à l'Écosse. D'ailleurs, il y a une scène. Enfin, un des lieux, c'est Aberdeen en Écosse. Ouais, bien sûr. Il fait toujours gris. Il y a des univers un peu mystiques, très colorés. Enfin, en fait, il y a pas de temporalité. On sait pas si c'est dans un univers qui existe pas. On sait pas si c'est dans notre monde. On sait pas. Mais on s'en fout. En fait, c'est pas très grave. En fait, il a vraiment créé son univers avec de la magie. On peut juste se dire que c'est un truc d'heroic fantasy comme Conan ou ce que tu veux, quoi. Et il y a des prochaines. On va passer à la 3e série de ce soir. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais vous la présenter. Il s'agit de Black Panther, qui est paru en avril 2016 chez Marvel Comics. Vous avez vu, quand c'est moi, je fais pas de faute. Écrite par Ta-Nehisi Coates et illustrée par Brian Silfries et colorisée par Laura Martin. Aujourd'hui, il y a 5 numéros. Et on va parler des 3 premiers, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors
alors pour ceux qui connaissent pas, Black Panther, donc c'est un personnage créé par Marvel, par Stan Lee et Jack Kirby. En 66, c'était le premier super-héros noir. Il y en a eu d'autres après, mais voilà, c'est vraiment le premier. La première série, c'était en 75, et depuis il y a eu 5 publications. Et là, c'est le 6e volume avec cette nouvelle histoire. Alors, beaucoup de personnages l'ont déjà vu dans Civil War et tout ça, mais est-ce que tout le monde sait vraiment ce qu'est une Black Panther ou qui est Black Panther? Tout le monde sait qui est T'Challa, mais est-ce que tout le monde... Attends, Galore, il levait la main. Ah. Non, mais est-ce que non? Oui, on sait à peu près. De toute façon, ils le disent dans le petit blabla d'avant-première page. Ah, tu veux dire ça? Alors, il y a genre au cas où la personne connaît vraiment rien. Des détails un petit peu plus, parce que moi, je vous l'avoue, j'ai jamais lu de. C'est parce que tu veux dire que le comic c'est pas accessible et donc qu'il faut préciser qui est Black Panther. Ok. On en parlera en conclusion. Ça marche. Alors, à la base, une Black Panther, c'est pas le destin tragique d'une personne qui s'est fait croquer par une panthère radioactive ou supersonique ou ce que vous voulez. Hein. Non, il s'agit du pouvoir qui est transmis de génération en génération à un chef de tribu, celui des panthères, hein, qui boivent une concoction issue d'une plante qui est native du Wakanda et qui aurait été modifiée génétiquement par une météorite de vibranium. Donc de là, normal. Voilà. Non, mais c'est bon à savoir, parce que moi je pensais que c'était juste son costume, mais en fait non, ça a plus. Je savais pas du coup. Du coup, il consomme cette décoction et ça lui donne des super pouvoirs, bon, limités, hein, donc il est un peu plus rapide, un peu plus résistant, un peu plus fort, il guérit un peu plus vite. Rien de spécial, mais c'est véritablement son costume qui un peu plus man. Ça, un peu plus black man. Et le vibranium, bon, évidemment, vous savez que c'est le métal qu'on retrouve dans bien sûr. le bouclier de Captain America. Il est un peu méga intelligent, enfin genre c'est un ingénieur de ouf. C'est aussi un génie, c'est aussi un génie. Là, je parle vraiment du pouvoir du Black Panther. Le mec n'a aucun défaut. Et c'est un roi. Et c'est un roi, c'est le roi du pays, c'est le chef de la tribu. Et donc le vibranium qui est dans le Wakanda, c'est le seul endroit au monde où on peut en trouver de façon naturelle, ce qui fait que le Wakanda est aujourd'hui un des pays les plus avancés en termes d'avancée technologique et même en termes d'armée, parce que forcément les soldats sont équipés de trucs en vibranium, et également riche parce que le vibranium c'est rare, donc ça coûte cher et tout ça. Donc aujourd'hui le Wakanda est un des pays les plus avancés en Afrique. Et c'était une première dans des comics, parce qu'il n'y a pas beaucoup de romans dans lesquels l'Afrique est une force vers l'avant, on va dire. Et du coup, c'est un pays très convoité en fait. Voilà. Et tout le monde veut l'envahir, et c'est un pays justement réputé imprenable. C'est ça. Sauf que dans les récents événements, ça n'a pas été leur chance. Mais c'est vrai que dans les 40 années de publication, ils ont été déjà c'était difficile à trouver. Et ensuite, une fois qu'ils étaient là, la technologie était tellement avancée que c'était pas la peine d'essayer. Ils ont toujours mis des ennemis incroyables devant Black Panther pour le déloger, et à chaque fois tu te dis non. Là. Donc le tenant du titre, on en a parlé, c'est T'Challa. C'est le neveu de la précédente Panthère Noire, parce que c'était son père qui est mort, et puis comme il était trop jeune, c'est son oncle qui est devenu Black Panther. Et une fois qu'il était devenu assez grand et qu'il a su prouver sa valeur, c'est lui qui a enfin récupéré le titre. Voilà. Et donc il a aussi récupéré le costume iconique qu'on connaît, qu'il a au fil des années modifié. Au début c'était vraiment juste un tissu de vibranium. Maintenant il y a beaucoup de technologie un peu à la merci les Fantastic Four, merci ça fait un peu penser à tout ça, voilà, il a un peu mis n'importe quoi, et c'est pour ça que dans beaucoup de pages on voit des espèces de rayons et de flashs qui parcourent son costume, alors qu'avant c'était juste c'est un peu ça. Il joue beaucoup sur le côté le costume qui maintenant se fond à la peau et carrément il le commande, le casque qui se met carrément comment dire Eric? Comme Iron Man en fait, il se construit autour de sa tête. C'est un peu comme un liquide, un métal liquide qui recouvre son visage. Il l'a toujours sur lui, il l'active un peu quand il veut. Avant c'était une petite cagoule, mais là maintenant par contre au niveau des gants et des bottes, il a toujours des petites rayures, on dirait des chaussettes un peu quand même, hein. Ça c'était avant ça. Bah oui, mais c'est toujours là, c'est toujours là. Mon gars, attends, je vais te montrer ça. Bref. Donc là en fait dans ce comics, ça suit les événements de New Avengers et de Secret Wars. Donc évidemment faut avoir lu Jonathan Hickman. Ils sont évoqués de façon
pas très subtil, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils nous font des gros rappels genre au fait les mecs il aurait fallu lire ça sinon vous comprenez pas. Clairement si t'as pas lu Secret Wars et les Avengers d'Hickman, je pense que t'es un petit peu largué. Sans déconner, parce que ça suit exactement, on voit T'Challa redébarquer après les dernières incursions, je vais pas trop spoiler mais après les dernières incursions redébarquer au Wakanda où il découvre que le pays est détruit, soumis à des tensions, les citoyens lui reprochent de ne pas avoir été là et de pas avoir été un bon dealer alors que leader excusez-moi lapsus, alors que il était en train de sauver le multivers mais bon la gratitude tout ça, en son absence c'est sa petite sœur Shuri qui a pris la tête de la tribu des Panthères et qui est devenue Black Panther pendant un tout petit temps avant d'être tuée justement dans New Avengers, et pendant ce temps il y a une faction terroriste qui est menée par un chaman et une sorcière qui est en train d'engrainer tout le pays et de faire tomber la monarchie parce qu'ils estiment que Black Panther n'est pas à la hauteur et fini la royauté, place aux personnes, au peuple quoi. Et leurs méthodes sont pas vraiment clean, en gros ils violent, ils tuent, c'est pas terrible. De l'autre côté c'est pas bien, peut mieux faire. De l'autre côté on a le gouvernement du Wakanda et Black Panther qui ont l'impression de découvrir tout ça et ils sont un peu impuissants, et vraiment la grogne citoyen augmente. Et il y a une scène qui illustre pas mal ce truc où t'as Black Panther qui vient sauver un petit groupe de personnes qui ont l'air opprimées, donc il tabasse les oppresseurs et en fait il reçoit des regards de malade, de haine des gens qui sont qui étaient venus qui l'a sauvé pardon, et on lui explique gentiment que non en fait même si c'était des terroristes, eux au moins ils s'occupaient de nous, ils nous donnaient à manger, donc voilà il est dans ce genre de situation où en fait il est un peu coincé le cul entre deux chaises. De l'autre côté on a deux nanas, Ayo et Aneka, qui sont deux dissidentes qui faisaient partie d'une section d'élite de la famille royale. En gros c'était leur garde du corps, hein. Elles sont méga badass, hein. Elles se battent comme personne. Elles ont une espèce d'armure qu'elles ont volée qui leur permettent qui est également composée de vibranium, donc évidemment elles trichent, mais en fait comme elles sont plus vraiment dans le gouvernement, elles essaient de restaurer à leur façon la justice, en ralliant d'autres nanas qui disent non mais les mecs c'est bon, ils nous ont roué de coups, ils nous ont violés, maintenant c'est bon, c'est à nous de reprendre les choses en main. Donc voilà, Black Panther il est un peu genre ok, donc on a des terroristes d'un côté, on a des dissidents de l'autre, et il y a moi qui redébarque de mon... Et lui-même en pro doute et voilà, il est complètement dans le doute en gros. C'est il sait que il a pas vraiment de solution à apporter directement parce qu'il est toujours en train de réfléchir à qui il est, sa famille lui dit qui doit être mais il est pas forcément d'accord. Il va voir dans un espèce de plan mystique ses ancêtres pour voir et demander conseil, mais on lui dit non mais tu n'es pas un roi, enfin bref on le remet toujours en place et du coup en fait il est vraiment coincé et c'est assez pessimiste, en tout cas dans les trois premiers c'est assez pessimiste, parce que on nous montre que on a beau vivre, ils ont beau vivre dans un pays riche, avancé à plein d'égards, et en fait tout le monde personne n'est vraiment heureux, et qu'en fait il suffit d'un petit changement de vent pour que tout le monde se retourne contre le gouvernement qui a pourtant providé, si je peux dire, pour le pays pendant 40 ans là. C'est le problème ce pays qui était complètement refermé sur lui-même pendant des années et des années, et à un moment un roi, T'Challa en l'occurrence, a essayé de s'ouvrir un petit peu, d'ouvrir un petit peu son pays au monde. Il s'est fait enrôler par les Avengers, il a été plus tard dans les Illuminati de Jonathan Hickman, ouais. Et c'est à cause de ça que d'un côté son pays a été ravagé par Namor, oui. Juste avant par Doom, ouais. Après Namor, et après il y a eu la bande de Thanos là, les joyeux lurons là qui ont tout défoncé, ouais. Juste avant Secret Wars, et du coup il est responsable des toutes premières invasions, la cabale, ça, les toutes premières invasions du Wakanda, elles ont eu lieu il y a pas très longtemps, et c'est un pays jugé imprenable, et forcément ils sont choqués parce que T'Challa n'intervient plus dans son pays, il est constamment à l'extérieur, et finalement pour quel résultat? Pour que son pays se fasse dévaster et que ce soit la merde un petit peu partout. Alors je vais faire un parallèle à ce que l'auteur a déjà écrit avant. En fait, donc Ta-Nehisi Coates, c'est un auteur qui a gagné énormément de prix avec un livre qu'il a sorti il y a 2 ans qui s'appelle en français Une colère noire, et dedans il raconte très rapidement, c'est un gros résumé mais bon franchement lisez-le, c'est très intéressant, que être noir
noir, c'est mourir. En gros, si tu nais noir, tu n'as aucune issue, c'est la mort. T'as beau être intelligent, t'as beau aller faire des études, tout ça, ça ne sert à rien. Et qu'en gros, ce livre, c'est un livre extrêmement pessimiste et ça se ressent grave cette patte dans le texte de Black Panther, où on a un héros qui, on a l'impression qu'il cherche même pas à se sauver lui-même et à sauver le pays. Mais il est complètement débordé en fait. Voilà, c'est genre mince alors, il y va de temps en temps et puis en fait il y a toujours quelqu'un qui vient pour le rabaisser et lui dire non mais tu n'es pas assez bon en fait. Ouais, on lui reproche d'être constamment il est pas focus sur un seul problème et il est tout le temps à cheval sur plein de petits problèmes et c'est du coup c'est le rôle d'un roi déjà de gérer plusieurs trucs à la fois. Et il peut pas toutes les gérer à fond et du coup on lui reproche ça constamment. Il y a une phrase de sa belle-mère, alors je vais pas la redire texto parce que j'ai pas noté, mais en gros qui lui dit au fait tu sais que le rôle d'un roi c'est de se sacrifier, mais toi tu l'as pas fait, enfin en gros oui, voilà, ouais. Elle lui explique qu'il y a aucune bonne réponse. En fait elle lui dit un truc du genre en gros t'es roi, tu représentes ton peuple mais ton peuple ressent le fait que tu sois roi comme une charge. Ouais. Je veux dire, tu regardes ton peuple comme si c'était un poids. Il faudrait que tu les regardes un peu plus comme si il t'appartenait et que vous apparteniez mutuellement et que tu étais vraiment à leur disposition quand ils le souhaitent. Alors, ce qui entraîne d'autres situations assez gênantes plus tard, mais ça, moi j'ai lu jusqu'au 5, donc il y a encore d'autres trucs qui se développent et c'est un peu la merde. Ben le disait assez subtilement au début de la chronique, c'est vraiment pas simple à lire. Il y a plein de raisons. Alors la première, c'est que, comme je disais, ça fait des références à plein de comics récents certes, mais qui demandent une certaine dose de lecture. Et c'est assez compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'était mon cas, de comprendre. Donc moi j'ai quand même lu les trucs Hickman, mais c'est quand même c'est un sacré morceau de choses à digérer. Il y a une chier de personnages pas ou peu connus, surtout quand on n'a jamais lu du Black Panther avant, qui sont très importants dans l'histoire, mais comme ils ont tous des histoires un peu différentes, on sait pas qui suivre en fait, on sait pas sur qui se concentrer parce que Black Panther est au milieu de toute cette zone de fouillis on va dire. Ensuite on a l'histoire du Wakanda qui est complètement distillée toutes les 2-3 pages et quand on connaît pas ça fait beaucoup d'informations d'un coup et en fait c'est drôle parce que ça pèse sur le lecteur mais ça pèse aussi sur T'Challa qui se dit mais bon comme tu disais Gaylor, j'ai visité le monde mais il faut que je respecte les rites et traditions de mon pays et du coup je suis bloqué, qu'est-ce que je dois faire, progressisme ou l'autre truc, conservatisme. Donc voilà, c'est assez compliqué de jongler là-dessus et j'imagine que c'est ce que vous avez dû vous aussi. Alors j'ai dû lire 2 fois quand même pour vraiment vraiment tout comprendre et apprécier et je vois ce que l'auteur a voulu faire. C'est pas forcément très adroit et je pense que ça se comprend. Moi j'ai lu jusqu'au 5e, j'attends le 6e vraiment avec impatience parce que maintenant je commence à m'attacher au perso et comme je vous disais, comme il y a beaucoup de persos au début, on a du mal à même vouloir s'attacher. On vous présente au moins 7 personnages dans le premier, il y en a qu'un seul que vous connaissez déjà, les 6 autres on te les présente et on te dit qu'ils sont importants, c'est à toi de l'accepter. Et au début j'étais pas trop chaud pour le côté je suis un auteur noir et il faut que t'écrives sur ce personnage noir. Je me suis dit que c'était un gros coup marketing de Marvel et tout, de même que maintenant on voit beaucoup d'auteurs femmes qui écrivent autour de personnages féminins. On précise aux auditeurs que tu es noir et qu'on t'a pas forcé à lire Black Panther. Non, c'est moi qui l'ai choisi en fait, ça fait longtemps qu'il tourne dans le roster des trucs à prendre et en fait je sais pas si ça apporte vraiment une plus-value le fait que l'auteur soit noir. Tout ce que je sais c'est que l'auteur il parvient à faire un truc afro-centré. Je sais pas si c'est très très bon comme mot, mais et que je trouve assez juste. C'est-à-dire que c'est pas une Afrique fantasmée. Évidemment, il y a un gros mélange de chamanisme avec de l'animisme et de tout ce que vous voulez, de trucs un peu roots. Il y a 3 persos au moins qui ont des grosses dreadlocks. Il y a une chanson de Bob Marley qui est distillée sur 10 pages. Mais au-delà de ça, je trouve que ça reste assez pur. Ça reste assez c'est sans exagérer dans un sens. On parle de guerre civile, on parle de choses, de groupes terroristes, on parle de choses qui ressemblent à Boko Haram, tout ça. C'est très proche de la réalité socio-économique de beaucoup de nations africaines d'aujourd'hui, mais je trouve que ça garde une teneur réaliste qui est agréable. Après, en termes de comics,
je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit super passionnant. Moi, j'ai envie de voir la fin de l'histoire de Coates, qui, quand on lit le courrier des lecteurs, dit qu'il a un grand projet, qui veut vraiment retourner le personnage sur sa tête. À voir. Mais franchement, par curiosité, lisez-le. Mais je le préviens, c'est vraiment pas simple. Est-ce que quelqu'un va prendre la parole? Oui. Benjamin. Vas-y. Ah, pardon. En fait, moi j'étais vachement hypé par Black Panther quand j'ai su que ça sortait, ça revenait au numéro 1. Je t'avais même dit je suis chaud, et t'avais dit non, c'est moi d'abord. Et en fait, je suis assez déçu. Je me suis senti vraiment exclu du comics. En fait, on est dans un pays déchiré de tous les côtés. On a un roi qui est affaibli, qui perd sa nation petit à petit. On a des factions qui se dessinent un peu à droite à gauche, tout le monde a le même but en fait, c'est sauver le Wakanda. Mais le problème, c'est qu'en fait, on comprend pas le plan des persos. On sait juste, ils disent à chaque fois, je fais ça, il faut sauver le Wakanda, il faut sauver les habitants, etc. Qu'ils soient bons ou mauvais, en fait, c'est juste, on croule sous le poids du discours, mais on comprend pas en fait. On comprend pas leurs actions quand il y en a, parce que des fois il n'y a pas vraiment d'action. C'est assez confus, donc du coup voilà, je me suis senti vraiment exclu. J'ai pas eu d'empathie pour les personnages, même pour le héros qui est hyper badass et qui a tout ce qu'il faut. On l'a listé tout à l'heure, hein. C'est un génie, c'est un héros, c'est un roi, enfin tu vois. Pour moi, ça m'attire vraiment, mais en fait, je me suis pas du tout identifié, ou en tout cas, j'ai pas du tout eu envie de le supporter dans son aventure. Je suis absolument pas contre un discours engagé, voire même politique, bien au contraire. Mais là, en fait, on m'invite pas à y prendre part. En fait, après, c'est même pas forcément, l'histoire du fait qu'il faille lire avant tel ou tel truc, même si je trouve que c'est un peu maladroit parce que il redémarre au numéro 1, donc ça aurait été bien. C'est comme les New 52, voilà. Beau tri-launch. Même si j'aurais préféré à la limite me taper une page entière de blabla qui explique ce qui s'est passé avant pour juste être mis à la page. Donc même ça, même si pour moi ça c'est une faute, peut-être que les puristes diront il fallait lire, etc. Je sais pas. Mais même si on met ça à part, je me suis quand même senti exclu parce que on t'explique pas, même si c'est censé refléter la réalité et que si t'es au courant de ce qui se passe dans le monde, ça va. Je trouve que on te dit voilà, telle action, ça se passe à tel endroit. Donc déjà, si tu sais pas trop où c'est pas très grave. Mais bon, en fait, t'as beaucoup de noms. T'as un personnage qu'on te présente, tu connais pas ce personnage, donc tu retiens son nom. Des fois, il a un nom en africain ou en tout cas en wakandais. Ce qui est cool parce que c'est un peu, tu vois, ça c'est immersif. Tu te dis ok, on l'appelle comme ça dans notre langage, etc. Mais 4 pages plus tard, on te ressort un autre nom. Est-ce que j'ai déjà vu qui c'est? Enfin, comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de personnages et je trouve que d'habitude ça me dérange pas forcément qu'il y ait beaucoup de personnages, mais là vu qu'ils sont chacun un peu dans leur coin en train de fomenter un peu leur plan à eux qu'on comprend pas trop, on a juste envie qu'ils se clashent ou en tout cas qu'ils rentrent en interaction pour se dire ok, toi tu voulais ça, ah ok, en fait c'était ça, on t'a vu là-bas parce que non, en fait il y a pas de délivrance. En fait on te sert beaucoup d'infos. S'il y a une délivrance après et que tout prend toutes les pièces du puzzle prennent forme, ça me va, mais là j'ai pas eu l'impression. Alors peut-être qu'il faut lire jusqu'à loin, le 4 et le 5, ouais, mais du coup ça me fait chier. J'ai pas envie que l'histoire se termine au bout de 3 issues, mais j'ai quand même envie d'avoir un minimum de plans et de voir ce qui se passe pour m'identifier, m'attacher au personnage, me dire ok, il y a cette menace qui pèse, donc lui il va lui arriver ça, donc ok, merde c'est chaud. Enfin non, à aucun moment il s'est passé ça, parce que même si je comprenais ce qui se passe, je voyais pas, enfin c'est pas que je voyais pas l'intérêt, c'est que je me disais ok, il se passe ça, ok, il va faire ça. Oui, tu voyais pas le côté histoire, quoi. Voilà, et je me suis du coup, en fait, ça m'a vraiment empêché de m'identifier au personnage, de sous-peser le poids du danger, ou en tout cas le poids des contrariétés des personnages. Donc je me suis vraiment senti exclu. Au-delà de ça, les dessins, on a un trait qui est pas dingue, mais qui est quand même, enfin qui est pas, il y a pas vraiment très original, mais il est propre. Moi j'aime bien parce qu'il y a des gros contours et des détails à l'intérieur plus fins, donc je trouve ça assez cool. J'aime particulièrement le jeu d'ombre. Il y a un jeu d'ombre assez, vu que le costume de Black Panther est tout noir, il y a souvent un jeu d'ombre où il est vraiment en aplat noir avec parfois juste les néons dont on a parlé tout à l'heure, les espèces de traits qui correspondent au circuit de son costume, qui sont donc en défausse, en contraste. C'est assez joli. Des fois t'as même donc évidemment comme 95% des personnages sont noirs, je dirais même peut-être jusqu'à dire 100%, souvent ils ont volontairement c'est même pas que la peau est foncée, c'est-à-dire qu'ils sont en défonce, enfin en ombre, en silhouette noire, et certains ont des tatouages faciaux ou sur le corps, et pareil, ça ressort à la manière des trucs sur le costume. C'est comme pour identifier. Voilà, et ça je trouve ça assez joli, c'est assez élégant, donc ça j'ai bien aimé. Après, vu que le dessin n'est pas exceptionnel et que le scénar et en tout cas le
l'histoire des personnages m'a vraiment. C'est même pas que ça m'a rebuté, c'est que c'est lui qui m'a repoussé en fait. Il m'a empêché de venir à lui le scénar. Voilà, moi j'ai pas vraiment envie de continuer. Enfin, je te demanderai quand t'auras lu la suite si c'est bien, mais je pense que je continuerai pas. Gaylor. Et ben moi je ne suis pas spécialement d'accord avec Ben, mais je comprends que t'étais exclu et je trouve ça dommage. C'est vrai que ça peut être perçu comme une maladresse, le fait qu'il n'ait pas fait une sorte de résumé avant de commencer son histoire. Mais pour le coup, c'est vrai que l'histoire elle prend racine dans le run de Jonathan Hickman, mais elle prend même racine un peu plus avant ça, même dans l'histoire même du Wakanda, qui est une nation, comme je le disais tout à l'heure, qui est réputée impénétrable. Et on arrive à la fin de Secret Wars où littéralement l'univers a été cassé, donc le Wakanda aussi, naturellement. Mais avant ça, le Wakanda a subi des invasions. T'Challa a fait des trucs vraiment pas très très corrects vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de la Terre aussi, parce qu'il s'est allié avec les Illuminati. Il y a cette histoire d'incursion où voilà, en gros ils explosaient des planètes, des terres parallèles pour sauver leur terre, et ça s'est su. Et du coup, à côté de ça, il y a eu des guerres intestines entre les Atlantes dirigés par Namor et le Wakanda dirigé par T'Challa, et tout ça a fait que ça a mis en place un contexte, enfin c'est un comics politique, ça a mis un contexte géopolitique qui en fait arrive en plein milieu de l'histoire qu'en fait, et c'est du coup c'est pas, enfin rien ne t'empêche de donner une piste au lecteur en disant ok, tu connais pas du tout le perso, t'arrives au milieu, pas de problème, ça me dérange pas que ça prenne pas au tout début, mais c'est juste qu'on te donne pas les clés en fait. C'est vrai qu'il y a des comics avec moins d'histoire où on te met un résumé. Mais c'est le problème de Black Panther, c'est que c'est un comics un peu qui a cette aura un peu politique, et qui est un comics qui traite de l'héritage, qui traite de cette nation imprenable, qui mêle science et technologie et magie et mysticisme, et c'est un gros morceau. Et moi, quand je me suis mis à Black Panther en 2000 dans la gamme Marvel Knight, ils avaient relancé le personnage. Pareil, au début c'était un peu compliqué parce que tu sais pas dans quoi t'atterris, et ce personnage est à la fois super héros, à la fois politicien, à la fois roi, et c'est normal dans un comics Black Panther que ça parte dans tous les sens, parce qu'il est sur tous les fronts à la fois. Quand il y a, et encore là, on a de la chance, il n'y a pas de super héros en chair et en os qui interviennent, parce que ça peut arriver aussi, même si on le voit dans le 4 et le 5, il y a aussi des ça rappelle les comics d'Iron Man. Ça rappelle le run de Matt Fraction dans Invincible Iron Man, où pareil, il y a un ennemi qui revient de ce run, qui revient là pour des bonnes raisons. En fait, voilà, c'est que ça prend pas le temps d'expliquer aux nouveaux lecteurs, voilà, il s'est passé ça avant, il se passe ça maintenant. Donc du coup, quand toi tu connais, enfin quand moi je connais, j'ai pas ce problème là, mais forcément toi tu l'as. Mais voilà, si t'as pas le background d'un perso, tu peux pas estimer la richesse du perso. Enfin tu peux, mais c'est plus difficile, et du coup je trouve que c'est en ça que c'est pas accessible. C'est que justement tu dis que c'est un univers très riche, qui est autant action que intrigue, que politique et tout ça, donc c'est hyper intéressant. Mais si on te donne pas un minimum d'outils pour appréhender cet univers, en fait t'es largué, t'es juste spectateur, mais enfin vraiment à travers une fenêtre où tu te dis en fait je peux pas prendre part à l'aventure et m'attacher au personnage en fait. Moi je t'avoue, je suis assez surpris qu'ils aient fait ça, parce que je pensais qu'ils allaient partir sur ce personnage. Enfin, ils ont relancé le comic juste après Civil War, juste après leur nouvelle version de Black Panther, et moi à la base ce comics m'intéressait pas, justement pour ces raisons, parce que je me suis dit ils vont faire un nouveau Black Panther, ils vont sûrement le rajeunir. Et en fait non, ils ont pris le parti de reprendre le T'Challa qui a justement survécu à Secret Wars, qui a voyagé entre les dimensions et qui a tout ce background, qui a vu son pays s'effondrer, qui a fait des trucs pas très catholiques, et qui est là et qui essaye de recoller les morceaux. Et en plus de ça, on a un scénariste qui, comme tu le disais Eric, est afro-centré, oui, c'est un gros militant. Voilà, et du coup il donne à son Wakanda, parce que le Wakanda était résumé à une seule cité imprenable. Et là maintenant ça prend une carte, on se croirait limite dans Game of Thrones, parce qu'il y a des bordures, il y a des zones de conflit dans tous les sens, et il y a des noms de villes, il y a beaucoup de villes qui apparaissent, de quartiers, je sais pas comment on peut appeler ça, de régions, et ça accentue aussi ce côté touffu. Et moi je suis là, je me dis ok, c'est cool, ça rajoute un peu de background et ça enrichit le perso et son univers. Dans ton cas, je pense que voilà, ça a un peu noyé le poisson, et c'est un peu dommage. Donc on est d'accord que en fait il y a
c'est même pas plusieurs niveaux de lecture, c'est plusieurs niveaux d'acquisition, quoi. C'est juste, il y a 4 intrigues et elles se déroulent en même temps, et tu n'as pas un personnage qui est là pour relier ces intrigues entre elles. Le personnage, en fait, c'est le Wakanda, quoi. C'est comme si on avait, je sais pas, un comics Batman avec d'un côté Batman, de l'autre côté Robin, de l'autre côté machin, et ils interagissent jamais. Et Black Panther n'interagit quasiment jamais avec les autres personnages qui sont nouveaux et qui sont très très bien. Ils sont cool, mais c'est juste que voilà. Mention spéciale pour le couple. Ayo Aneka. Voilà, c'est les 2 filles qui ont chopé les armures et qui ont décidé de refaire, de faire leur loi, quoi, tout simplement, de punir. Des renégades. Voilà, on est dans une monarchie où forcément c'est très très masculin, et elles vont spécialement dans les régions où c'est très très chaud, où T'Challa n'a pas le temps d'aller et où il y a beaucoup moins d'intervention. Et elles vont là-bas et elles pètent la gueule de tous les mecs et elles libèrent le pays et tout. Et quand T'Challa arrive, il est forcément vu de travers. Bah oui, c'est horrible parce que c'est intéressant, mais je comprends exactement pourquoi pas, parce que moi j'ai quand même dû le lire 2 fois. Après, je veux pas rebuter les gens. Moi, ça m'a fait chier au début. Si vous êtes curieux, lisez-le. Peut-être que c'est moi qui suis un peu imperméable. Et puis tu sens que c'est un romancier parce qu'il a une façon d'écrire. Il écrit pas mal de tartines. Dans chaque case, il y a beaucoup de phrases. C'est très travaillé. C'est pas des phrases très courtes, très rythmées comme Jeff Lemire par exemple. Non, il a du talent, mais est-ce que... Alors, je rappelle que c'est son premier comics, je sais pas si je l'avais dit. Donc, est-ce que, voilà, il faut qu'il aplatisse un petit peu son style, qu'il le propulse plus... Enfin, voilà, qu'il se concentre sur l'histoire et sa décomposition, plutôt que de vouloir tout balancer d'un coup et de vouloir faire la meilleure histoire du monde, mais en même temps la plus complexe, quoi. Enfin... Il y a clairement du potentiel dedans. L'histoire est cool, mais il faut vraiment la décortiquer. Je trouve que c'est écrit un peu à l'ancienne. C'est vraiment, on n'est pas dans des cases décompressées justement avec très peu d'infos. Et là, on est vraiment dans le truc à l'ancienne qui d'ailleurs se fait comme tous les comics le faisaient dans les années 80-90, par du principe que toi, en tant que lecteur, tu es au courant de ce qui se passe dans cet univers. Et en plus, je remplis mes cases, je remplis mes scénars et j'en mets plein partout, quoi. On va mettre fin à ces revues. Merci pour toutes ces suggestions. Comme d'habitude, vous pouvez faire les vôtres et nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que sur le site officiel de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, émission Comics Podcast numéro 53. Voilà, vous laissez vos petits coms et on y répond. On se retrouve juste après pour la dernière partie. Deuxième et ultime partie de cette émission spéciale du vas-y, je mois d'août, de l'été. Voilà, de l'été. C'est l'avant-dernière. Non, il reste encore 3 émissions de l'été. Tout ça pour dire, on est allé au cinéma et on a aussi acheté des films sur Amazon grâce au patron. On a vu donc le dernier 3e film du DCEU, de DC Comics Extended Universe, et un autre film avec un nom très similaire mais qui n'est pas celui-là. Donc c'est le Asylum Universe. Mais t'imagines un jour ils font un gros crossover. Putain, ça serait trop bien. Ça serait tellement bien. Non. Donc le premier, c'est naturellement Suicide Squad, avec un cast assez divers: Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith, Viola Davis. Les autres, on s'en fout. Non, Cara Delevingne, évidemment. Cara avec ses gros sourcils, avec ses mouvements. C'est celle qui danse, là. Voilà, c'est la sorcière. Et on en a vu un autre qui est une jolie parodie nanar du premier, qui est sorti rip-off, on peut même dire. Voilà. Qui sont sortis à une période très très proche l'une de l'autre, et qui a permis aux personnes qui ont le malheur de ne pas connaître l'actualité et de ne pas connaître les trucs exacts, de se tromper et donc d'acheter pour 13,27€ je crois sur Amazon. C'est quoi déjà Sinister Squad, voilà, qui fait penser à Mr. Sinister. Faut dire un truc sur Asylum. Donc c'est un éditeur c'est un éditeur de films de merde, je pense qu'on peut dire ça en toute tendresse, qui souvent se permet de, pas forcément de copier, mais en tout cas de lourdement s'inspirer des productions actuelles, ou en tout cas célèbres, et ce en toute légalité parce qu'ils ont quelques petites astuces, et qui donc ont vendu ce film clairement sur la vague de Suicide Squad.
Donc alors, quand on voit Sinister Squad et qu'on a vu les nombreux trailers, enfin les 2 ou 3 d'ailleurs trailers de Suicide Squad, on se dit bon, ok, ils vont faire un rip-off, ils vont faire quoi? Ils vont prendre le même prémisse et ils vont juste modifier la couleur des cheveux du Joker, le genre de Harley Quinn et la tête des monstres. Et ben non, on est allé beaucoup plus loin que ça, hein, car Ben, est-ce que tu peux nous en fait, en deux phrases? Non, bien sûr. En fait, moi vraiment, je voulais proposer parce que je pensais que ça serait une parodie non drôle de Suicide Squad. Et en fait, et zéro budget. Alors, c'est dur à dire, mais on peut dire que la volonté est similaire à Suicide Squad, c'est-à-dire une menace, une équipe de méchants montés pour faire face à cette menace, et c'est la baston. Sauf que, ouais, c'est chaud. Sauf que les méchants ne pouvant pas être le Joker, Harley Quinn et toute l'écurie DC, ils se sont servis dans l'écurie des vilains de contes de fées qui sont dans le domaine public, à savoir, enfin pas que vilains d'ailleurs, hein, parce que celle qu'il faut monter, l'espèce d'Amanda Waller, donc qui monte l'équipe, c'est Alice de Alice au Pays des Merveilles. On a Rumpelstiltskin qui est un espèce de farfadet avec qui tu signes un pacte et qui. C'est quoi son nom en français, Lucide? Ah oui. Pistache. Outre pistache. On a le grand méchant loup, on a Boucle d'Or qui gentil méchant, on sait pas trop. En fait voilà, ils ont un peu violé, si vous me passez l'expression, les contes de notre enfance, parce que ce sont des personnages libres de droit. Et donc c'est eux qui vont constituer la Sinister Squad, dont le nom est lâché à la fin du film, pour contrer la menace qui n'est autre que la mort, et qui est donc un sosie de Jean Dujardin. Libre de droit à la mort, bien sûr, évidemment, hein, on la connaît tous depuis la. Voilà. Savoir qu'était la mort, quoi. Donc voilà, donc en fait. Il y a Décathlon là aussi, là. C'est ça la menace. Exactement. Donc si vous voulez d'ailleurs voir nos gueules pendant le film, on a mis ça sur Facebook, on a streamé, si on veut dire. Oui, c'est vrai, effectivement. Le visionnage. Donc en fait, c'est pas très intéressant. Vous ne verrez pas le film, mais vous verrez nous qui regardons le film. Qui mange quoi. Les auditeurs peuvent lancer le film. Complètement. Une espèce de vue assistée du directeur, enfin du réalisateur. Réalité augmentée. Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc du coup, on va peut-être pas comparer les deux, mais en tout cas voir qui est le moins pire. Oui, parce que on se dit que quand on met un budget assez élevé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas regardé les chiffres, mais à mon avis, le budget de Sinister Squad, c'est à peu près $500, hein, on est d'accord. Parce que les 3 explosions et le couteau en 3D, bon bah tout le monde peut demander à son pote d'école de 3D de le faire, hein, ouais, bon, ça va. Par contre, ce qui se passe et le méga casting dans Suicide Squad, là on se dit mince, on a mis beaucoup d'argent. Après, alors on va pas. Oui, excuse-moi. Non, j'allais dire, pardon, c'est moi. J'allais dire, c'est clair que Suicide Squad est rentabilisé. Hein, dès la première semaine de sortie, ça avait pété au box-office. Donc sûrement grâce à sa BO. Voilà, bon. Il est rentabilisé. À voir, je ferai des recherches, mais voir si Sinister Squad est rentabilisé ou pas. Il y a des chances. Il y a des chances. Franchement, à 13 € le DVD, il y a moyen que ce soit rentabilisé. Auquel cas, c'est une opération nickel. Alors du coup, est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole pour commencer à parler du... Comment dire, c'est dur à lancer. Je peux si tu veux. Vas-y Ben. En fait, l'idée de base, au tout départ, pour être honnête, l'idée de base c'était de voir donc les deux et de comparer les deux. Parce qu'on pensait, enfin je pensais en tout cas, je sais pas pour vous, mais on pensait que c'était une parodie et que c'était complètement comparable. Quoi, ouais. Voilà, exactement. En fait, non. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ce qu'on pouvait faire, c'était de se dire, vu que personnellement, et je pense qu'autour de cette table c'est le cas, on n'a pas beaucoup apprécié Suicide Squad au cinéma et qu'on s'est clairement fait chier, même si on s'est tenu la tête et qu'on a rigolé parfois sur Sinister Squad. On peut essayer de voir si un film à gros budget, un mauvais film à gros budget pour parler crûment, est quand même meilleur qu'un mauvais film à petit budget qui est volontairement mauvais parce que petit budget, parce que c'est la cible des gens qui aiment bien les films de merde, etc. Donc voilà. Il y a l'effet Carabosse dedans. Il y a l'effet Carabosse qui a des grosses dents. Donc voilà. Donc du coup, oui, c'est ça. Ce serait faire un. Est-ce que déjà on a passé un meilleur moment au ciné ou dans le canapé d'Adrien? En ce qui me concerne, tu sais ce que tu vas voir quand tu regardes. Enfin, tu sais ce que tu vois quand tu regardes Sinister Squad. Tu sais que c'est une parodie, tu sais qu'il n'y a pas de budget, tu sais très bien qu'ils font le maximum pour faire le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc clairement, c'est que des étudiants en école de je sais pas, de maquillage. Clairement, même si c'est mal fait. Non, mais t'as vu. Voilà, c'est pour ça que le budget est très bas. C'est
c'est des amateurs. Mais Clairement des ce qu'on n'a pas amateurs. dit, pardon, c'est que malgré le fait que ce soit des personnages de conte, il y a quand même, alors c'est peut-être nous qui extrapolons, mais il y a quand même des espèces de clins d'œil, volonté de faire penser à, genre à un moment, Certaines personnes l'ont vu très tard, désolé Ouais. Adrien. genre par exemple Boucle d'Or qui a absolument rien à voir avec Harley Quinn, à un moment a des couettes, donc on se dit tiens, allez, là. Ou pareil, Rumpelstiltskin, il a les cheveux pas verts, mais parfois la lumière lui fait avoir les cheveux verts, il a les dents pourries. Et il voilà. sourit tout le temps, voilà. Et il sourit tout le temps, voilà. Donc ils ont essayé quand même de. Il y a du bruit quand De il fait gratter. des mouvements aussi, des bruits un peu cartoon. Alors du coup, est-ce que l'un d'entre vous va prendre la parole? Adrien? Eh bien, alors les acteurs, parce qu'on pourrait, on pourrait se dire, est-ce que, par exemple, notre cher grand méchant loup joue mieux que Killer Croc. que Will Smith, qui clairement n'en a rien à foutre d'être dans ce film. Rien à foutre. C'est fou, quoi. Non, mais enfin, je prends deux Franchement, acteurs qui c'est finalement, pas le pire, hein. dans leur genre, en ont tous les deux rien à foutre. Je sais pas, parce que dans Sinister Squad, ils surjouent clairement tous, mais t'as l'impression qu'ils veulent. Mais Will Smith joue même pas. Mais non, mais Will Smith, je pense que. C'est-à-dire, Sans- mieux vaut surjouer que pas jouer. Franchement, je suis pas trop d'accord. Je trouve que Will Smith, je suis d'accord avec le fait qu'il a pas spécialement envie d'être là, et je mettrais peut-être ça sur le dos du fait qu'il a l'habitude d'être la tête d'affiche tout seul, voilà, et que là il est dans une team et qu'il a quand même sorti sa tête de l'eau pour dire, les mêmes, je suis quand même Will Smith, donc je suis d'accord pour dire qu'il en fait pas, enfin, ça le fait chier d'être là, il est peut-être venu prendre son chèque, en tout cas, il fait le taf, quoi, juste pas plus que le taf. Je suis pas d'accord pour dire qu'il joue mal. Ça reste quand même Will Smith qui est pas un mauvais acteur. Après, il joue mal son personnage dans le sens où Deadshot, c'est un personnage, c'est un mercenaire qui fait partie de la Suicide Squad, c'est pas un mec qui prend le lead, c'est pas le mec qui résout tous les problèmes, c'est pas le héros du film en fait, et en ça c'est mal joué. Ouais, je suis d'accord avec Adrien, il joue pas du tout Will Smith, je trouve. Ouais, Je trouve qu'il est là, il est en roue libre et il a pas envie d'être là, quoi. Je sais pas. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Ben dans le sens où, à la base, mais là on va pas partir dans le rôle détail de Ouais. Deadshot, Rick Flag, machin. Quand tu mets Will Smith quelque part, tu ne peux pas le mettre en troisième, quatrième rôle. bah, tu le mets pas dans un C'était- film de Non, team. mais c'était évident. Moi, qui respecte pas le comics et que le rôle du leader soit échangé temporairement, parce que bon, avec un peu de chance, il y aura pas de deux, mais avec le Si rôle ça marche principal. en Chine. Ouais, le marché chinois. Ils l'ont c'est- pas retiré ou je sais pas quoi. C'est pas celui-là qui a été sais retiré pas. de la Chine. Bref, moi non, ça me dérange pas de. Enfin bon, moi je Mais- ne suis pas un fan final de la Suicide Squad Squad. originale. Donc c'est vrai que moi ça m'a pas dérangé de voir qui était en tête d'affiche. Mais avec Will Smith et on parlait en antenne d'ego. Il a un Ouais. ego de ouf. Non mais et c'est pour sûr, ça mais non, mais qu'il est sans, là. sans même parler de la fidélité au c'est perso classe. du comics, je suis d'accord, Ouais. mettons ça de côté. Juste, t'as donc une team de méchants qui est assemblée par une meuf du gouvernement, et à sa tête, donc cette meuf du gouvernement met à sa tête Rick Flag, donc un espèce de, c'est un marine, ou enfin c'est un mec hyper badass, qui est censé être le leader et qui est censé les tenir à carreau et dire ok les mecs c'est moi qui commande, vous fermez vos gueules, d'accord, on est d'accord. Donc tu mets Will Smith qui est quand même un acteur hyper, enfin plus trop bankable, mais en tout cas il sait tenir la tête de l'affiche, tu le mets dans un des rôles des moutons on va dire de l'équipe, et pour jouer le mec qui est censé être le leader, tu joues un mec qu'on a vu dans quelques films mais qui est pas dingue et qui est complètement la bitch de la Suicide Squad du début à la fin. Alors peut-être que c'est un choix. C'est la mais bitch d'Enchantress. oui, non mais ce que je veux dire c'est que, détenu par les couilles. tu mets pas un mec qui est censé être le gardien d'une équipe qui se fait complètement écraser avec un acteur qui est quasiment pas connu. Si t'as un acteur connu, mais Will Smith, et là il fait le taf parce que il joue un des rôles qui est censé être égal à tous les autres de l'équipe, et c'est lui qui sort du lot en étant le lead. À tes souhaits, en étant le lead. Et ça marche pas. Tu peux pas prendre un des moutons qui devient le loup, tu vois. Ouais, voilà, je finis sur ça. Mic drop. Mais non, mais voilà. Qui prend le loup. Lucille. Ouais, alors je vous trouve un petit peu injuste avec Will Smith, notamment parce que j'ai trouvé que c'était le seul personnage vraiment attachant du tout le film en fait. Donc c'est la preuve qu'il le joue quand même pas totalement comme un trou de balle. Et pourtant c'est pas faute quand même qu'il nous ressasse tous les backgrounds des différents membres de la team jusqu'à l'écœurement et jusqu'à l'ennui. Donc déjà je vous trouve un petit peu injuste, et deux, effectivement bah ouais, quand tu prends un type comme Will Smith, quand tu lui fais signer son contrat, t'es obligé quand même de lui montrer un peu l'oseille, de lui montrer un peu son intérêt, etc. Le but du jeu c'était aussi d'avoir au moins un acteur qui crève le plafond, qui a un peu de passif, etc. parce que sinon il y a que des petits jeunes.
mais dans ces c'est cas-là, pas forcément très utile, enfin non pas utile, je cherche mon mot. C'est quand même pas forcément toujours une bonne chose parce qu'ils jouent un petit peu tous très mal, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est dans quand ces même cas-là, le festival dans du ces mauvais cas-là, jeu. tu lui donnes un rôle important dans le scénario. Tu lui donnes pas le rôle d'un des membres de la team Mais où ils sont peut-être tous que Will censés. Smith il est arrivé en disant mais moi je veux jouer un putain de mais méchant dans ces de cas-là, super-héros et il est là ils con. ont dit c'est le seul qu'on peut avoir pour nous faire une pub pour peut-être. Suicide Squad et c'est ce qu'on fait. Après c'est une erreur de production mais Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un veut ajouter Adrien? Du coup, si c'est une erreur de production, dans quel film Sinister Squad ou Suicide Squad il y a le plus d'erreurs de production? Ça dépend ce que tu mets dans erreur de production. casting. Parce qu'à mon avis, si tu veux, genre, pour le coup, en termes de résultats, Asylum est pas déçu, quoi. Bah, le truc, c'est que tous les acteurs, franchement, aussi mauvais soient-ils, parce que quand même. Enfin, à part peut-être le Chapelier Fou, qui est pas trop mal. Oui, parce qu'il y a le Chapelier Fou. Il fait bien le mec bourré, à la différence de. Bah, ne prenons que Will Smith. Bourré quand il tournait, tu crois? Peut-être. En tout cas, tu sens qu'ils ont envie d'être là, ou en tout cas qu'ils donnent vraiment le maximum de leur mauvais jeu. Peut-être parce qu'ils pensent que ça va ouvrir leur carrière, ou je sais pas. Donc voilà, enfin, moi je jouerais pas forcément mieux qu'eux, donc je critique pas, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même mal joué. Et en tout cas, ils se donnent à fond dans leur truc, contrairement à certains acteurs qui sont. Enfin, tu vois, Captain Boomerang par exemple, je crois que c'est. Je dis pas de conneries, c'est l'acteur. Jake Cordley. Ouais, il jouait dans Terminator Salvation, je crois. Ouais. Je pense que c'est pas un mauvais acteur parce qu'il a quand même un Hollywood essaye de le caser dans tous les films Ouais, depuis, exactement. depuis 10 ans et puis ça marche jamais. Bah, et je crois qu'il a même joué le fils de John McClane dans Mais Die c'est le Hard 5. fils de qui pour Ah, être mais c'est partout, lui, là, ouais, c'est lui. ouais, Et dans donc, le 5, et donc même si tu vois Captain Boomerang, bon c'est vraiment un héros de merde, il a des boomerangs. Enfin, on va pas partir là-dessus, mais une équipe où t'as un mec qui tire avec un flingue, une sorcière, un mec qui tire des boomerangs. Enfin bon bref. Bah, À part ça- t'as Hawkeye dans les Avengers. Hein, Oui non mais qui bien tire des sûr. flèches. Oui mais bon, Hawkeye dans Avengers, tu vois qu'à un moment il lead dans un Geoff Ultron aussi pourri Ah, c'est soit-il. un problème de scénario et de Bien sûr, montage bien et sûr. tout, en fait. Donc ce que je veux dire c'est que t'as un acteur, donc le perso est pourri mais c'est pas grave, l'acteur pendant le film tu te dis ok ça va être lui l'élément comique, il va faire des petites blagues et tout, mais même lui il s'écrase, il écrase son propre, enfin il s'écrase sous son propre poids, c'est-à-dire que il y a des incohérences dans tous les sens. Enfin, Mais c'est pas de sa faute. bah ça t'en sais rien. C'est une erreur de montage. Non mais Enfin, lui, lui-même ne beaucoup- joue pas bien en fait, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que Ouais, le mais perso on est te- pas bien écrit en fait, donc lui ne peut pas bien le jouer. On te sert du Will Smith tout le temps. Ça mais je suis d'accord, je suis le premier à le Et dire. justement, ils sont en train de justifier le fait qu'ils ont engagé Will Smith dans un rôle où il n'est pas censé être. Je suis entièrement d'accord Il est avec toi. censé être ex aequo par rapport aux Exactement. autres, mais Je suis c'est Will d'accord. Smith, donc Oui, mais ce que je veux dire c'est que ils sont si, obligés de le mettre en avant. si t'as cette contrainte en tant qu'acteur, je suis pas acteur mais si t'as cette contrainte, t'essayes au moins de les petits bouts qu'on te laisse d'acting, t'essayes au moins de bien les faire. Et lui, le perso est mal écrit donc il peut pas bien jouer en fait. C'est pas possible de jouer rien, de bien jouer rien. Qui est la plus folle entre Margot Robbie et Harley Quinn et la reine de cœur, dans Sinister Squad? Ah, mais je Parce crois que- oui, il y a la reine de cœur dans Ouais, mais Sinister alors, on Squad. sait pas si la reine de cœur, vu qu'elle a des cœurs comme les tirs de rue de cartes à jouer d'Harley Quinn, c'est Harley Quinn, ou si c'est Boucle d'Or qui a des couettes, on sait pas laquelle des deux est plus Harley Quinn. Est-ce qu'elle aurait été divisée par deux? Du coup, on a deux personnages qui représentent un peu la folie, l'égocentrisme et le machin. Est-ce que tu trouves que, enfin, vous trouvez d'ailleurs que dans Sinister Squad c'est mieux rendu que dans Suicide Squad? C'est dur d'échanger les deux à chaque fois, où on vous force une backstory qui n'a pas plu à tout le monde. tu parles de la backstory de Harley Quinn. Quinn. Ouais. Comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est à la fin du film? Il y a pas de backstory dans Sinister. Tu veux déjà. vraiment que je me lance sur Suicide, l'écriture des pardon. personnages féminins dans Suicide Squad? De façon Allez, courte. Lucie de façon synthétique, oui. Ok, alors de façon synthétique, tous les personnages féminins de Suicide Squad dépendent entièrement d'un homme, soit parce qu'elles ont besoin de lui pour les protéger, pour les sortir de prison, soit parce que elles sont possédées par un esprit et que tu prends l'enchanteresse, donc elle est soit aidée par son frangin, soit elle va chouiner dans les bras du militaire. Harley Quinn, elle passe son temps à faire la bimbo badass, mais finalement elle attend uniquement que le Joker vienne l'aider à s'en sortir. Elle attend ses instructions, etc. machin. Bref, c'est un petit peu voilà. Au moins dans Sinister Squad, Goldie elle sert à rien à part rouler une pelle au grand méchant loup. Par contre, Alice elle mène le jeu. Normalement, c'est quand même elle qui décide un petit peu. Ah oui, je précise aussi que Viola Davis, donc qui met en place la team de Suicide Squad, attend également que les Suicide Squad viennent la sauver.
Tu vois, les femmes passent leur temps à être sauvées quand même. Ouais, mais Donc, du coup, c'est un petit peu frustrant. Alors que dans Sinister Squad, donc dur, hein. Alice, elle mène la barque. Bon, à un moment, elle a l'air de faire un peu du caca, mais je suis pas sûre d'avoir compris tout le film. Mais en tout cas, elle fait ses trucs toute seule, elle assume ses problèmes, même si ça finit par tuer des gens, mais de toute façon, ils finissent tous par revivre à la fin. Donc tout va bien dans le monde des contes de fées. Je crois que personne dans les nos auditeurs viendra nous dire genre alors non. je ne suis pas d'accord. En fait, vous n'avez pas bien vu. 74 Ouais, c'est ça. minutes. Voilà. Non mais par contre il n'y a pas de Carados, ça love va pas. interest Bah si. inutile dans Sinister. Ah, dans Inutile. En fait, je suis pas. Avec le grand méchant loup, est-ce que Non, mais il dit que c'est pas inutile, justement. Bah justement, oui, non, mais Bah, lui embrasse les dents quand même. c'est parce que c'est le seul truc qu'il a. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Lucille, sur. Enfin, je suis d'accord que tous les personnages féminins sont minimisés et dépendent d'une figure masculine. Mais je suis pas d'accord pour Amanda Waller, donc jouée par Viola Davis, parce que même si son but c'est de se faire sauver, je vois pas ça comme un sauvetage genre Demoiselle en détresse. Je vois Non, ça comme effectivement. voilà, je vois ça, moi justement, je dirais que le seul perso vraiment réussi, bon après on va parler du Joker, c'est un gros morceau je pense, mais voilà, le perso que j'ai vraiment apprécié, qui est très bien joué parce que c'est une très bonne actrice, Viola Davis, c'est Amanda Waller, parce que je trouve que justement c'est pas la demoiselle en détresse, c'est pas un rôle féminin, je sais pas s'il est bien écrit, mais en tout cas il est pas saccagé, et je trouve que elle est badass, elle est égoïste, c'est le mal en fait, enfin c'est un des méchants du film finalement, parce qu'elle a ses propres intérêts. Oui, et puis ils en font une méchante parce que tu comprends, elle tue de sang-froid ses collaborateurs plutôt qu'ils ne prennent le risque de parler, blablabla. Ouais, mais bon, ça encore c'est même et pas. symboliquement, elle se fait sauver deux fois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà ils te vendent ça, ils te vendent pas ça, ils te disent on a une cible, genre la Suicide Squad, on a une cible, il faut aller sauver quelqu'un, on sait pas qui c'est. Au final, bon, c'est pas très un gros spoiler de dire que c'est elle. Donc t'as cette espèce de twist raté, pétard mouillé, et au final nul à chier. Et en fait, c'est juste que à ce moment-là, moi je me suis pas dit putain, elle aussi elle se fait sauver, en fait elle est parce nulle. que tu n'as pas de vagin. Ça, Non, c'est quelque mais chose même, à laquelle on fait très attention. Oui, mais ça veut pas dire que mon avis est pas non, pertinent. bien sûr que non, voilà. bien sûr que non. Après, je suis d'accord. Si tu l'as ressenti comme ça, je le contredirai pas. C'est juste que vraiment, moi, je suis d'accord avec toi pour dire que les personnages féminins sont pas bien écrits et sont vraiment minimisés. Mais celui d'Amanda Waller, je l'ai trouvé justement solide, et le fait qu'elle se fasse sauver, pour moi, c'était plus un move égoïste de dire ok, bah je pense à ma gueule et c'est quand même moi qui les ai créés parce que c'est mes bitches. Je me fais sauver. C'est pas genre Superman vient me sauver. Tu vois, c'est pas. Je l'ai pas Ça vu comme reste quand même problématique qu'en 2016, on ait 4 personnages féminins, dont 3 qui sont incapables de se débrouiller toutes seules. Ouais. Surtout quand on voit le nombre d'héroïnes qu'on a. Et puis surtout DC qui est là à se vanter de. On aura en 2017 le premier film portant sur une super-héroïne. Wonder Woman. Qui est donc Wonder Woman, et donc qui est très attendu aussi là-dessus. Là, tu te dis, DC Comics, mais que tu vous avez foutu? Bon, après, dans Sinister, c'était la seule raison pour laquelle on pouvait se prendre de DC au ciné. C'est une problématique quand même importante. C'est pour ça que je voulais en Je parler. n'ignore pas, mais dans voilà. Sinister Squad, les femmes occupent plus l'écran Elles que. occupent plus l'écran. Mais et non seulement elles sont maquillées comme des pornstars, Bah, comme les hommes, elles jouent pas quoi en fait. elles sont maquillées comme des pornstars, elles ont des jeans beaucoup trop serrés qui font montrer des formes qui ne sont pas. Ou des jupes trop courtes. Ou des jupes trop courtes. Ou des décolletés Donc, trop profonds. À tel ça point. dit, c'est aussi dans Suicide Squad. À tel point que Eric a pas arrêté pendant tout le film de dire ok, mais là en fait c'est un film de cul. Alors cuté, on doit parler de ça, ouais. ouais. C'est tourné comme un film de cul. En fait, sans aucune scène c'est de les cul. scènes non cul d'un film de cul. Il y a Voilà. beaucoup de En termes de de lumière, de pause, voilà, de C'est les parties super chiantes. il y a cette façon de jouer de certains mecs un peu lubriques comme le Barbe Bleue par exemple, Oh. qui est clairement le prédateur sexuel. Enfin, je veux dire, dès qu'il ouvre Oui, la il y a bouche, Barbe Bleue c'est dans pour, Il a des couteaux de forme phallique. Après. ouais. Ça. Mais ça se trouve, ce sont des acteurs qui essayent de sortir du porno, et nous devons applaudir le pas qu'ils font vers le cinéma C'est indépendant vrai. américain. C'est vrai. Ça se trouve, c'est les acteurs porno auxquels on a menti, on leur a promis de tourner un porno, et puis ils se trouvent là-dedans. Non, pour moi, le truc a été cuté. C'est quoi les scènes de cul là À l'inverse de Rumpelstiltskin, qui est censé être le Joker de Sinister Squad, je trouve, et après je jette ça sur la table, que Jared Leto joue correctement, ou même je dirais bien. Moi je trouve que c'est un bon acteur, mais il a pas fait que des bons films, mais c'est un bon acteur, et je trouve qu'il a le mérite de faire un Joker qu'on peut aimer ou détester, et juste le fait qu'on puisse l'aimer ou le détester, je trouve que le fait qu'on le considère, je trouve que déjà ça veut dire que c'est réussi. Il fait un Joker différent des autres Jokers de tout média, et il tient son truc, c'est à dire que même si tu dis j'aime pas ce Joker là, je pense qu'on peut pas nier le fait qu'il reste cohérent dans son Joker. Il a le rire qu'il a, énervant ou pas, mais c'est le rire qu'il a choisi pour ce Joker. Le physique, bon, la direction artistique c'est pas que lui, mais voilà, je trouve que
il est discutable, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas nier le fait qu'il a créé un Joker qui n'existait pas et qui est cohérent. Après. Bon, Oui, Gaylor, Lucille. Bon, je sais pas. Son Joker, je le trouve pas si désagréable que ça, mais je suis pas spécialement d'accord avec toi pour dire que voilà, on l'aime pas, donc on le considère, donc voilà. Enfin, je veux dire, déjà, c'est une victoire de le considérer. Il joue quand même le oui, Joker. parce qu'il y a une attente tellement haute sur le Joker que le fait. Quelque part, peu importe qui aurait joué le Joker, tout le monde serait allé voir le Joker, cette nouvelle version. Oui, mais du après Joker. tu peux être déçu. Tu peux dire franchement, bien sûr, ce Joker mais... il a aucune prestance et tout. Moi je suis pas d'accord si on dit que Jared Leto a pas de présence à c'était l'écran. super difficile de passer derrière Ledger Bien sûr. Et Nicholson. Bah surtout le dernier en date, c'était très difficile de passer derrière lui et il se foire pas, mais par rapport à lui, enfin je veux dire c'est un semi-échec quoi. T'es pas obligé de les comparer, tu peux juste te dire il a réussi. Obligé de les comparer. Non mais tu peux te dire les comparer en disant il en a fait un truc différent, mais t'es pas obligé de dire ok là les cheveux ils sont mieux faits, là les dents elles sont mieux. Enfin tu vois, tu peux pas. Juste dans le jeu et juste à la limite dans. Bon là c'est quelque chose un peu dangereux parce que on peut pas parler de la place du Joker dans le film d'Heath Ledger ici parce que là il est complètement accessoire. Il a quoi? Il a je sais pas un quart d'heure, une demi-heure. Non même pas un quart d'heure de. Même pas. Si tu regardes la direction artistique elle est discutable aussi, mais je vois pas du tout le Joker de Heath Ledger dans Suicide Squad. Alors, peut-être celui de Nicholson à la limite, et encore, tu vois, là, il a vraiment créé un Joker qui est cohérent avec le reste. Je jetais un truc comme ça. Est-ce qu'on peut arrêter de putain de comparer les Joker à Joker? Bah non, pas forcément. Si, mais c'est pour ça que tout le monde va voir Suicide Squad. Bah voilà, moi je veux un truc frais, je m'en fous de. Enfin, il fallait pas mettre le Joker dans le film déjà. Ouais, il a raison. Bah si, mais tu peux laisser à un nouveau comédien le droit de créer un nouveau truc. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Moi je dis que Jared Leto il a créé un nouveau truc. Mais faut arrêter de le comparer et dire que. Non, mais t'es obligé de comparer. C'est comme tu vas comparer les Batman, mais bien sûr que si. Non, tu peux pas. Garder un avis pour un truc bien précis. Il avait beaucoup de scènes, Jared Leto, dans lesquelles n'ont pas été retenues. Ouais, j'ai lu ça. Ça se trouve, il y aura une version peut-être. longue, peut-être avec une demi-heure de plus de Jared Leto. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est le deuxième surnom de DC Comics si on va passer la version longue. La parole à Lucille pour conclure. Oui, concernant le Joker, effectivement, comme disait Ben, c'est un tout nouveau Joker et qui a l'intérêt en fait de ne pas être finalement très menaçant. Il n'a pas besoin d'être menaçant puisque c'est pas de son intérêt dans le film. Par contre, il est extrêmement visuel. Donc effectivement, on aime ou on n'apprécie pas. Moi, j'aime pas trop quand il fait le gangster. Ça me rappelle un petit peu les kikis de la Zub d'Épinal. Donc ça m'impressionne pas des masses. Par contre, il y a notamment cette scène où il est en costume avec une redingote en velours violette quand il vient sauver Harley Quinn, et ce qui visuellement envoie complètement du pâté avec sa peau très blanche, ses lèvres très rouges, ses cheveux très verts. Et là, j'avais complètement un Joker de dessin animé qui est une figure en fait finalement qui est plutôt agréable, qu'on aime ou pas l'univers de Batman, puisque je rappelle que je suis la seule non Batman sexuelle autour de la table. Mais t'es sérieuse? Moi non plus. Ah oui, c'est vrai, toi, c'est vrai. Ouf. Connais les tiens. Mais ouais, et donc ce qui fait que finalement, il joue bien son rôle et surtout voilà, il apporte finalement un petit peu un Joker de dessin animé qui interviendrait comme ça effectivement dans une ligne on va dire un peu secondaire de l'intrigue. Et je trouve qu'il fait bien le job. Effectivement, le côté bling bling par contre c'était pas obligé. Et pour ultimement conclure, Ben, deux choses. Dans les deux films il n'y a pas vraiment de scénario, donc ça putain, c'est clair. on est d'accord. Et juste ou alors on l'a pas trouvé. Voilà. Et donc ce qui est quand même pas une honte pour Asylum parce ils avaient jamais promis ça, mais qui est une honte pour Suicide Squad quand même. Ce dont on n'a pas parlé, juste pour terminer, la BO, la musique, qui est quasiment absente dans Sinister Squad. On l'a vu à la fin du générique. Enfin, Adrien a grillé que c'était des noms de sites de musique libre de droit ou des morceaux musicaux. Dans Suicide Squad, qui donc a quand même un sacré budget, c'est pas spécialement mieux dans le sens où clairement, enfin après c'est mon avis, on en discute. Clairement, ils ont essayé de faire un truc à la Guardians of the Galaxy, c'est-à-dire mettre des espèces de chansons, des tubes des années 80-90 ou 2000, enfin bref, ils ont essayé de faire ce décalage entre une action comics super-héros et on va mettre des BO un peu cool et tout ça. Pour moi, c'est raté parce qu'en plus, il y a d'autres aspects de Guardians qu'ils ont essayé de voler qui marchent pas du tout. Voilà, la BO m'a pas plu spécialement, au point qu'ils ont même mis une chanson, alors je ne saurais plus le titre mais vous la reconnaîtrez, un titre qui existe dans la BO de Guardians of the Galaxy, donc c'est même pas maladroit, c'est juste vulgaire. Ben il se masturbe en regardant Guardians of the Galaxy. Pardon, c'est un film
très très bien et très Non, bien mais fichu. ce qui est assez notable avec la BO, en fait, c'est vraiment pour moi, c'est la preuve de toute cette cagade de production de Suicide Squad. En fait, on voit que c'est extrêmement compliqué. L'histoire du marketing nous le reflète et le montage du film nous le reflète aussi, parce que c'est un des principaux problèmes du film. Et en fait, on voit que toute cette première partie du film, parce que c'est surtout le début du film qui contient toute cette BO, la présentation des persos, voilà, qui est sortie de façon complètement précoce, à chaque fois avec des morceaux complètement grillés et complètement qui sont des sous-textes de toute l'action et de tous les personnages de façon complètement illisible. Et en fait, ce qui s'est passé et ce qui est complètement dingue pour un film de cette ampleur, c'est que la boîte qui a fait la bande-annonce sur Queen, qui du coup avait donné un peu un regain d'intérêt au grand public envers le film, a bossé sur la première partie du film, et ça se voit en fait que toute cette première partie du film, c'est pour ça que ça fait 6 clips en fait. elle est clippée parce qu'elle est faite par une boîte qui fait de la bande-annonce normalement. Et je veux dire, en fait, il y a eu plusieurs monteurs et ils ont tous plus ou moins give up. À la fin, la production a commencé à faire des screen tests dans tous les sens et ils ont fait les chiens fous. Et au final, on a 4 films et 4 visions en une, dont une qui est réalisée par des clippers. Donc c'est complètement ouf et complètement maladroit, et en fait cette histoire de BO, elle est symptomatique. Alors, du coup, je prolonge le truc, mais tu parles de 4 films. Est-ce qu'on a le même style de syndrome qu'on a eu dans BVS, c'est-à-dire que il y a eu tellement de gens qui sont penchés sur le truc qu'au final plus personne ne savait de quoi il parlait. Non, je pense que BVS, on avait quand même une espèce de Batman, vision Superman. globale qui était juste mauvaise. Alors que Suicide Squad, ça fait vraiment, on a tourné des images pour un montage A. Oula, on a vu que Batman versus Superman ça marchait pas bien, on va tenter un montage B. On a vu que ça fonctionnait bien, on va faire un montage C. Et puis finalement, il y a un truc qui nous fait peur, on fait un montage D. Donc on a vraiment l'impression que c'est un gros bordel ambulant, alors que Batman versus Superman, il y a quand même une construction à peu près cohérente, c'est juste qu'elle fonctionne pas. Elle a été tronquée. Alors que là, vraiment, Suicide Squad, j'ai eu l'impression de voir des images complètement posées dans le désordre. Alors du coup, est-ce qu'on attend la long cut pour avoir peut-être un avis plus positif? Franchement, j'aurais pas ou le est-ce qu'en courage fait de la on s'en regarder, fiche? Je pense pas non plus. Pour le moment, ils disent qu'elle n'existe pas. Si on compare, ils n'ont pas intérêt à le dire parce que bien sûr, mais si en tout cas on compare les bandes annonces, on se rend compte qu'il y a énormément de scènes manquantes, et notamment des scènes manquantes qui pourraient expliquer des plot holes, bien entendu, redonner un peu de classe au Joker, redonner un petit peu d'équilibre dans le couple. Harley Quinn Joker. En fait, il y a peut-être beaucoup de choses aussi qui se fixent dans des scènes manquantes. Enfin, quand on regarde ce qui semble manquer, ne serait-ce qu'avec la toute première bande-annonce, c'est assez impressionnant, quoi. Par exemple, il y a une scène avec le Joker qui a l'air d'être à moitié défiguré, brûlé peut-être par son accident. Il y a des trucs quand même assez cruciaux qui semblent manquer, et voilà. On voit que c'est un film qui est sorti un peu à la va-vite, et ils pouvaient pas déroger au planning d'essai parce que c'est un des premiers gros milestones de leur grand plan, et je pense qu'ils se sont foutus une pression complètement inutile. Ou alors, il y a 30 minutes de plus avec que Will Smith. On attend la version longue de Sinister Squad alors. Direct. Ah, Ouais. ça c'est plus intéressant déjà. Non. Peut-être que dedans on apprendra où est-ce que Enchantress a appris à danser. C'est la fin de cette émission. Et oui, et donc c'est le moment où on lance un générique. Un jungle. Et on... Cette émission On dirait les années 90. Pas mal. Elles veulent qu'on leur ramène Belle. yeah, baby. Baby, yeah, you know me. Ah, il y a Adrien qui nous décapite. cette émission est sponsorisée par Actifed jour et nuit. Oh la vache. Faut que tu dises 2 autres marques, sinon c'est pas bon. On n'est pas sur une radio Rumex Actifed, et- Rumex et Norvex. Et Norvex. Ah non, ça, c'est un Norvex, Pokémon. pour le... Les rhumes. Dites-moi, est-ce que vous donneriez pas au Patreon pour qu'on puisse acheter des médicaments pour qu'on évite d'avoir mal au Putain, mais nez? le gars qui fait son marché, quoi. Vous Non, allez sur Radio laissez-le Kawa malade. /Patreon. Non, ça permet de financer l'équipement, par exemple lequel nous sommes en train d'utiliser. Je sais pas la grammaire de la phrase. Un livre était de grammaire, correcte ou pas. Oui, un Becherel. Faites-moi parvenir un Becherel, s'il vous plaît. Autrement, on va dire merci aux auditeurs, merci au revoir également aux chroniqueurs, merci au revoir Gaylor, merci au revoir Lucille, merci au revoir Ben. Écoutez, c'est un plaisir. Merci au revoir Adrien. Au revoir. Merci au revoir à moi. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines, fin août, pour la dernière et 54e émission du mois d'août 2016, hein, c'est ça à peu près. Ouais, on est cette année. C'est quoi le Avec mon petit poney. Oh, elle est contente, elle est contente.
Et peut-être que... Oh là là, les voisins, il est tard. Merci pour nous écouter. Merci pour nous écouter. Oh là là. Merci de nous écouter toujours aussi Achevez-le. longtemps, ça fait plaisir. Achevez-le. Non mais j'ai très mal au nez du rhume. Bisous à toutes et à tous. Bye bye. Salut.